Bienvenue, Eamon Dormi. Je suis votre conteur ce soir, ici pour vous guider vers un sommeil profond et paisible. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires du soir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est. Et si une histoire vous intrigue particulièrement, je serai ravi de la raconter la prochaine fois. Je n'ai jamais demandé un nouveau départ. Et si je suis parfaitement honnête, je n'ai jamais pardonné à mes parents de m'avoir imposé ce changement. Avant le déménagement, ma vie n'était pas parfaite, mais au moins, elle était familière. J'avais des amis depuis la maternelle, un quartier où les gens connaissaient mon nom, des rues qui me semblaient comme une seconde peau. Quand mes parents ont annoncé que nous allions déménager dans une petite ville appelée Ashton Ridge, perdue entre des étendues de terres agricoles et de forêts, j'ai eu l'impression que mon monde se déchirait. Nous sommes arrivés un mercredi après-midi, à la fin septembre. Les feuilles mortes, brunes et sèches, dansaient sur l'autoroute, et le ciel, lourd et grisâtre, semblait porter le poids de l'automne. Ma mère ne cessait de répéter « Tu vas adorer cet endroit. C'est plus calme, plus sûr, meilleur pour nous tous. » Mais je n'y croyais pas. Mon père a tenté une autre approche, me donnant un coup de coude en souriant tandis qu'il conduisait. « Écoute, vois les choses comme ça, une nouvelle maison, une nouvelle école, un nouveau départ. » J'ai marmonné, les yeux rivés sur la vitre, c'est exactement ce qui me fait peur. Quand nous sommes enfin arrivés à Ashton Ridge, mon estomac était noué. La ville semblait ancienne, non pas de cette façon charmante et historique, mais comme si elle avait été abandonnée, oubliée. Une seule épicerie, un dîner, une station-service, et une longue route qui traversait le centre comme une cicatrice. Les maisons étaient espacées, à moitié cachées derrière des arbres, comme si elles essayaient de se dissimuler. Notre nouvelle maison n'était pas terrible. Plus grande que l'ancienne, avec un jardin plus vaste, des pièces plus spacieuses. Mais la taille n'avait aucune importance quand tout le reste semblait si petit. La solitude m'a frappé avant même que je ne mette un pied dans ma nouvelle chambre. L'école fut un enfer. Je marchais dans les couloirs comme si j'étais recouvert de néon, le nouvel élève, l'étranger, celui qu'on évite. Personne ne me regardait. Personne ne me souriait. J'ai mangé seul pendant 4 jours consécutifs. Je me répétais que c'était temporaire, que les choses changeraient. Mais chaque nuit, allongé dans mon lit, je me demandais « Et si elle ne change pas? Et si c'est ma vie, maintenant ?» 3 semaines plus tard, tout a basculé. Un groupe de 4 élèves m'a appelé pendant la pause déjeuner. Je reconnaissais leurs visages, surtout parce qu'ils étaient bruyants. Le genre d'adolescent qui marche comme s'il possédait les lieux. Celui qui m'a fait signe portait une veste en cuir usé et avait cette démarche qui criait les ennuis. Il s'appelait Jackson, mince, aux traits anguleux, avec ce demi-sourire qui vous laisse dubitatif. Vous apprécie-t-il ou se moque-t-il de vous? À ses côtés se trouvait Trip, un garçon silencieux aux cheveux blonds en désordre et à la jambe nerveuse. Puis Liam, qui portait toujours des écouteurs autour du cou, et Ryder, qui semblait ne rien craindre. Jackson a tapoté la place à côté de lui. Et, le nouveau vient. Personne ne devrait manger seul. J'étais assez nerveux pour m'étouffer, mais je me suis assis. Ils m'ont demandé d'où je venais, quelle musique j'aimais, si je jouais aux jeux vidéo, des trucs normaux. Même si j'avais l'impression d'être jugé, ça faisait du bien. Ça faisait du bien que quelqu'un me voie enfin. Le vendredi de cette même semaine, Jackson s'est penché vers moi et a dit « On va au rail ce soir. » « Tu viens ?» J'ai cligné des yeux. Les rails. Ryder à Surrey. Un vieux pont de chemin de fer à l'extérieur de la ville. Tout le monde y traîne le vendredi. Jackson a ajouté « Un endroit cool. On boit, on fume, on dit des conneries, ce que tu veux. Tu devrais venir. » Pour la première fois depuis des semaines, un éclat de bonheur a percé ma solitude. J'ai essayé de ne pas sourire comme un idiot. Ouais, je peux venir. Après l'école, mes nerfs étaient à vif. Je n'arrivais pas à croire que j'avais des projets. Je suis monté dans le bus avec ce sourire stupide que j'essayais de cacher. C'est alors que quelqu'un s'est assis à côté de moi. Je l'ai senti avant de le voir. Une odeur de sueur, de jean usé et de quelque chose d'humide, comme s'il avait marché sous la pluie ce matin-là. Il avait des cheveux roux en désordre, des taches de rousseur, et un sweat à capuche qui semblait plus vieux que nous deux. Il s'est raclé la gorge. « Tu es le nouveau, c'est ça. » J'ai hoché la tête, essayant de ne pas faire la grimace. « Je m'appelle Rowan, a-t-il dit. J'ai entendu dire que tu allais au rail ce soir. » Je me suis raidi. « Ouais, et alors ?» Rowan a avalé sa salive, comme s'il avait peur. « N'y va pas, j'ai presque ri. Pourquoi pas ?» Il s'est essuyé les paumes sur son jean. Il avait l'air terrifié.
Je les ai entendus en parler aujourd'hui. Il a coucoté. Jackson plaisantait en disant qu'il allait pousser quelqu'un du pont. Il a dit que la chute lui ferait une peur bleue et que la rivière est assez peu profonde pour qu'on puisse se tenir debout. Mon estomac s'est serré. Il parlait de moi. J'ai explosé. Mais quel est ton problème, mec? Tu ne me connais même pas. Rowan Aberfall. Je essaie juste de t'aider. Non. Tu essaies de tout gâcher. Laisse-moi tranquille. Son visage s'est décomposé. Il a marmonné quelque chose que je n'ai pas compris, puis s'est faufilé hors du siège pour aller s'asseoir à l'arrière. Mais le mal était fait. Toute la nuit, ces mots ont résonné dans ma tête. Pousser quelqu'un. Eau peu profonde. Il parlait de toi. Quand l'heure de partir est arrivée, la panique m'a submergé. Je suis resté chez moi. Le lundi matin, les gars m'ont coincé à l'école. Jackson a croisé les bras. Tu avais dit que tu venais. Ouais, je sais. D-Soul. Ryder Hurricane. On t'a attendu 1 heure, mec. Trip a secoué la tête. C'est un peu minable, mec. Puis Jackson m'a regardé avec ce regard froid et déçu qui frappe plus fort que des cris. T'es bon, mais ne t'assois plus avec nous. Et juste comme ça, j'étais de nouveau seul. Plus tard, à la pause déjeuner, Rowan s'est approché avec un sourire plein d'espoir. « Et, tu veux ?»« Non. » ai-je aboyé. « Ne t'assois pas ici. » Il s'est figé. Je n'oublierai jamais la façon dont son visage s'est effondré. Il a reculé en silence, et je l'ai regardé s'asseoir seul à une table près des fenêtres. Mon Dieu, j'étais un connard. Une semaine plus tard, un nouvel élève a rejoint notre classe. Eric Caldwell, grand, aux cheveux bouclés, portait des bracelets et avait un sourire facile. Il semblait être le genre de personne avec qui j'aurais pu m'entendre. Je me suis assis avec lui à la pause déjeuner le premier jour. Nous avons parlé de musique, de jeux vidéo, et de la façon dont les enfants des petites villes agissaient comme s'ils avaient toujours vécu la même vie. Mais le lendemain, Jackson, Ryder, Trip et Liam l'ont appelé, et il est parti comme ça. Le cycle s'est répété. Je l'ai perdu avant même de vraiment l'avoir. Ce vendredi soir, allongé dans mon lit, j'ai fixé le plafond, souhaitant que Rowan ne m'ait jamais prévenu. Je lui en voulais pour tout. Je voulais le frapper, crier sur lui reprocher une décision que j'avais prise moi-même. C'était plus facile que d'admettre que j'avais eu peur. Le dimanche matin, quelque chose n'allait pas. Les rues étaient vides. Pas d'enfants à vélo, pas de promeneurs de chiens, pas même de voitures sur la route principale. Toute la ville semblait retenir son souffle. Quand ma mère est rentrée du magasin, elle avait l'air pâle, paniquée. Elle a appelé mon père dans la cuisine et m'a dit de monter à l'étage, mais je me suis arrêté sur les marches et j'ai écouté. Les mots étaient faibles, mais assez clairs. Ils ont trouvé un corps, près des bois. Ils pensent que c'est l'un des enfants. Mon corps entier s'est figé. Je ne savais pas qui. Je ne savais pas comment. Mais quelque chose en moi savait que c'était lié au rail. Le lundi matin, le directeur a convoqué toute l'école dans le gymnase. Tout le monde est entré, sauf 4 personnes. Jackson, Ryder, Trip et Liam. J'étais assis sur les gradins, le cœur battant. Le directeur s'est raclé la gorge, le visage tendu. Élève, c'est avec une profonde tristesse que je vous informe qu'un élève de 10e année est décédé ce week-end. L'identité de l'élève ne sera pas divulguée jusqu'à ce que la famille ait été prévenue. Si quelqu'un a des informations, veuillez vous adresser immédiatement à l'officier de ressources. Des sanglots ont retenti. Une fille a éclaté en sanglots. Quelqu'un a chuchoté « Mon Dieu !» Je savais déjà. Quelque chose en moi le savait. En quelques jours, tout s'est effondré. Le garçon trouvé près de la rivière était Eric Caldwell, le nouvel élève. Il est mort sous l'ancien pont de chemin de fer. Jambes brisées, bras brisés, noyé dans une eau peu profonde parce qu'il ne pouvait pas se relever. Au début, les gens ont dit que c'était à cause de la drogue, d'un accident, d'un défi qui a mal tourné. Mais ensuite, la police a arrêté Jackson. Trip a craqué pendant l'interrogatoire et l'histoire a éclaté au grand jour. Ils avaient prévu une blague, pousser le nouvel élève du pont, lui faire peur, en rire. Mais ils ont mal jugé la hauteur de la chute. Eric a atterri au mauvais endroit, s'est brisé les jambes, est tombé la tête la première dans l'eau peu profonde et s'est noyé pendant que les garçons paniquaient. Ils ont essayé de le ranimer. Ils ont échoué. Ils ont fui, l'ont laissé là. L'un a été accusé de meurtre au second degré. Un autre d'aide et complicité. Les autres s'en sont tirés. Mais ils n'étaient plus jamais les mêmes. Tout le monde savait ce qu'ils avaient fait. Les gens les évitaient comme s'ils étaient maudits. Et puis il y avait Rowan, l'enfant que j'avais moqué, ignoré,
humilié, l'enfant qui m'avait sauvé la vie. Je me suis excusé. J'ai pleuré en le faisant. Lui aussi a pleuré. Nous sommes devenus inséparables après ça. Amis pendant près de 20 ans, jusqu'à cette nuit où sa voiture a dérapé sur une plaque de verglas, il y a 3 hivers. Il est mort sur le coup. Je pense à lui tous les jours. Non seulement parce qu'il était mon ami le plus proche, mais parce que sans lui, j'aurais été sur ce pont. Je serais mort dans cette rivière. Il ne m'avait pas prévenu parce qu'il voulait un ami. Il m'avait prévenu parce qu'il était une bonne personne, une meilleure personne que je ne le méritais à 15 ans. Je n'aurais jamais cru qu'une petite ville pouvait engloutir une partie de votre âme d'une manière qu'une grande ville ne pourrait jamais faire. Quand nous vivions à Manhattan, il y a bien longtemps, lorsque ma femme et moi étions encore en train de nous débattre à NYU, le bruit était comme de l'oxygène. Klaxons, sirènes, grincement du métro, le grondement des camions tôt le matin. C'était chaotique, mais ça ne me faisait pas peur. Pas comme le silence l'a fait, finalement. À l'époque, nous vivions dans un appartement minuscule près du campus, mangeant des plats à emporter tard le soir et nous inquiétant pour les examens. Si on m'avait dit que je finirais un jour dans une petite ville de l'ouest de New York, où les gens utilisaient des expressions comme « les gens d'ici », sans ironie, j'aurais ri. Ma femme, Leia, rêvait toujours de calme. Moi, je ne rêvais que d'elle. Alors le calme faisait partie du package. Nous sommes restés à Tribeca pendant près de 10 ans. Même à travers la folie d'élever notre premier enfant là-bas, le loyer était un désastre. L'espace était une blague. Mais d'une certaine manière, ça semblait sûr. Sûr d'une manière bruyante. Sûr d'une manière où quelqu'un est toujours éveillé et veille. Mais le jour où notre fils Liam a eu 9 ans, je me souviens avoir regardé par la fenêtre de notre appartement et l'avoir vu esquiver un cycliste, une poussette et un livreur en l'espace de 10 secondes. Et j'ai réalisé que Tribeca n'était pas fait pour les enfants. Pas vraiment. Pas de la manière dont nous le voulions. Alors nous avons commencé à chercher. Après des mois à visiter des maisons autour de Rochester, Buffalo, et des endroits dont aucun citadin ne peut prononcer le nom correctement du premier coup, nous avons fini par déménager dans une petite ville appelée Hawthorne Ridge. Une épicerie, un dîner, une station-service, un petit collège. Clignez des yeux en conduisant à travers, et vous en manquez la moitié. À l'époque, ça semblait être la bonne décision. Parfois, la bonne décision finit par vous hanter. 2 ans après le déménagement, nous avons eu notre deuxième enfant, notre fille, Nora. Une petite boule d'énergie remuante avec des poumons dignes d'un haut-parleur de stade. À cette époque, Liam avait presque 12 ans et s'était enfin fait son premier vrai ami dans la nouvelle ville. Un garçon filiforme et énergique nommé Colby Hartman. Colby était... Le mot « caractère » ne suffit même pas. Ce gamin avait une imagination en sur-régime 24H24. Monsieur Lopez, des aliens ont atterri dans mon jardin. J'ai besoin de Liam tout de suite. Sœur, nous avons trouvé un portail derrière l'abri de jardin. Pourriez-vous envoyer Liam, s'il vous plaît? Les écureuils ont muté encore. Il était dramatique, théâtral, bruyant et honnêtement, le genre d'enfant qui fait que l'enfance ressemble à l'enfance. Liam adorait ça. Il adorait avoir un ami qui n'avait pas honte de se comporter comme un enfant. Après avoir tant lutté pour s'intégrer ici, il avait enfin trouvé quelqu'un qui le traitait comme un égal. Tout l'été, ils ont fait du vélo entre nos maisons, sauvant des royaumes imaginaires, lançant des fusées imaginaires et combattant des monstres imaginaires. Et chaque fois que Colby appelait, je jouais le jeu partiellement parce que c'était adorable. Partiellement parce que ça apportait à Liam quelque chose qui lui avait manqué depuis le déménagement. Un sentiment d'appartenance. Mais un après-midi de juillet a tout changé. Je lavais des biberons à l'évier de la cuisine, à moitié attentif à un match des Mets à la radio, quand Liam est descendu en tenant le téléphone sans fil avec ce petit sourire qu'il avait toujours en parlant à Colby. « Papa, a-t-il dit, je vais retrouver Colby au ruisseau. Il a dit qu'il y a un homme là-bas qui distribue des pièces d'or si on part en quête avec lui. » J'ai fermé l'eau et les regardé. Un homme. Ouais, c'est juste une partie du jeu, comme un donneur de quête. Il l'a dit avec désinvolture, comme si c'était parfaitement logique. Mais voici le problème. Jamais, pas une seule fois dans tout leur scénario fou, la mission n'avait impliqué une personne réelle. C'était toujours des aliens, des pirates, des robots ou des vampires. Jamais un humain. Jamais quelqu'un offrant une récompense. Le cerveau de papa s'est mis en marche. J'ai séché mes mains. Écoute, mon grand. Colby n'a pas dit qu'il avait vraiment vu quelqu'un, hein? Liam a haussé les épaules. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas vu. Ça m'a dérangé. Laisse-moi te demander encore une fois. Ai-je dit doucement. Cet homme est-il réel ou imaginaire? Liam a froncé les sourcils et y a réfléchi plus longtemps que je ne l'aurais voulu.
Probablement imaginaire, a-t-il dit. Colby invente des trucs tout le temps. Mais cette incertitude, cette pause, a brûlé un trou dans mon estomac. Alors, quand Liam est remonté à l'étage, j'ai attrapé mon portable et appelé les parents de Colby. Sa mère, Karen, a décroché. « Salut Karen, c'est David. Colby est là. »« Non, il est parti il y a environ 20 minutes, a-t-elle dit. Il nous a dit qu'il allait chez toi à vélo. Il est déjà arrivé ?» Ma poitrine s'est serrée. « Non. » Il a dit qu'il retrouvait Liam au ruisseau. Il ne s'est pas arrêté ici. Silence. Oh, a-t-elle finalement dit, mal à l'aise. C'est étrange. Karen est normalement une femme calme, mais j'entendais la tension monter dans sa voix. Je ne voulais pas déclencher les alarmes prématurément, mais je ne pouvais pas ignorer l'avertissement qui rampait le long de ma colonne vertébrale. Je vais emmener Liam là-bas et vérifier, lui ai-je dit. On va le trouver. Appelle-nous quand tu l'auras. Elle n'a même pas essayé de cacher sa peur. J'ai raccroché, attrapé mes clés et dit à Liam de mettre ses baskets. « Pourquoi tu viens avec moi ?» a-t-il grogné, confus. Juste envie de me dégourdir les jambes. Ai-je menti? Et il fait chaud dehors. Je ne veux pas te perdre là-bas. Il a roulé des yeux, mais ses yeux se sont aussi adoucis. C'est un bon gamin, un gamin patient. Il ne m'a pas posé d'autres questions. Le ruisseau n'était qu'à 10 minutes de marche de notre maison, caché derrière une zone de parc boisé et sauvage. Le genre d'endroit qui semble innocent en plein jour et inquiétant dès que le soleil commence à descendre. Nous avons atteint la clairière. Pas de Colby. Nous étions en avance, bien sûr, mais quand même. Son vélo n'était pas là, ce qui était un mauvais signe. Colby était toujours en avance, et il se serait arrêté chez nous en premier. Quelque chose n'allait pas, papa. Pourquoi tu regardes autour de toi comme ça? A demandé Liam. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai scanné la lisière des arbres, les buissons, le petit pont, chaque ombre. Rien. Juste en train de vérifier les lieux, ai-je dit. Tu sais, juste pour m'assurer que c'est sûr. Liam assupire. Papa, il n'y a pas de mec. C'est imaginaire. Je sais, ai-je dit, souriant de manière crispée. Juste pour me faire plaisir. Nous avons attendu 5 minutes, 10 minutes, 15. Toujours rien. Et c'est là que l'inquiétude s'est transformée en alarme. Viens avec moi, ai-je dit, faisant signe à Liam de me suivre. Papa, qu'est-ce qui se passe? A-t-il finalement demandé, posant la question qu'il retenait. Je me suis arrêté de marcher. Je m'inquiète pour Colby, ai-je admis, et le dire à voix haute l'a rendu réel. Nous avons continué. Chant d'oiseaux, clapotis de l'eau, une légère brise. Trop normal. Trop calme. Puis Liam s'est soudainement arrêté. Papa, regarde. J'ai suivi son regard et j'ai senti mon cœur se serrer. Quelque chose de métallique brillait sous un buisson dense. Nous nous sommes approchés. Liam s'est accroupi, l'a attrapé, l'a dégagé. C'était le vélo de Colby, à moitié enterré sous les broussailles, comme si quelqu'un l'avait poussé là délibérément. Et c'est là que le monde a basculé. Liam a fixé le vélo, la confusion se transformant en peur. Papa, pourquoi quelqu'un l'aurait mis là? Il connaissait déjà la réponse. Il ne voulait juste pas la dire. J'ai commencé à appeler Colby. Colby. Et mon pote, où es-tu? Rien. Papa. La voix de Liam s'est brisée. Et puis je l'ai vu. Une petite basket, marron et bleu, à moitié cachée entre les roseaux au bord de l'eau. Je me suis figé. Non pas parce que je pensais qu'il était mort, mais parce que le monde n'était plus sûr. Le monstre sous le lit était sorti à la lumière du jour. Liam, ai-je dit doucement, écoute-moi. Il a regardé la chaussure, puis moi. Son visage s'est effondré. Papa, qu'est-ce que... Ne la regarde pas. Ne pense pas à ça. On va chercher de l'aide. J'ai saisi son poignet, pas fort, juste ferme. Et nous avons couru. Nous avons couru tout le chemin jusqu'à la maison des Hartman. Karen a ouvert la porte et s'est effondrée en voyant nos visages. Où est mon fils? A-t-elle crié. On ne sait pas encore, ai-je dit, la voix tremblante. Mais appelle le 911 tout de suite. Elle a hurlé le nom de son mari, et il a bondi dehors avec moi pendant qu'elle appelait. Le reste de cette nuit-là fut un flou de voitures de police, de lampes torchées, de chiens, de drones, de cris, de pleurs, de panique. Ils ont fouillé tout le parc, le ruisseau, les bois, la route, tout. Ils n'ont rien trouvé. Pas le garçon, pas son sac à dos, pas son téléphone, pas sa chemise, rien, à part le vélo et la chaussure.
comme si quelque chose l'avait arraché au monde. Dans les jours qui ont suivi, Hawthorne Ridge est devenue une ville assiégée. Les enfants n'avaient plus le droit de sortir seuls. Les parents marchaient en groupe. Le dîner fermait tôt. Les gens verrouillaient des portes qu'ils ne verrouillaient jamais auparavant. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car Colby avait disparu. Karen a arrêté de manger. Son mari a arrêté de dormir. Ils ont vendu leur maison 6 mois plus tard. Mon fils, Liam, s'est effondré. Il ne pouvait plus dormir. Il ne pouvait plus sortir sans paniquer. Il ne pouvait plus marcher près de l'eau. Il ne pouvait plus jamais regarder le ruisseau. Il se reprochait d'avoir dit oui à la quête. Il a cessé d'être un enfant. Et nous avons réalisé que nous avions ruiné son enfance 2 fois. Une fois en l'éloignant de chez lui, et une autre en l'emmenant dans un endroit qui lui avait volé son meilleur ami. Nous avons déménagé 1 an plus tard dans une ville complètement différente. Différentes écoles, différents voisins, tout était différent. Mais le trauma a une mémoire longue. Parfois, quand Liam dort, il crie encore. Parfois, quand je conduis près d'un lac, mes mains deviennent glacées sur le volant. Parfois, même maintenant, quand je marche avec Nora, je me surprends à vérifier derrière chaque arbre, chaque banc, chaque voiture, chaque ombre, parce que je revois encore cette chaussure à moitié submergée, soigneusement placée, comme si quelqu'un voulait qu'on la trouve. À ce jour, personne ne sait ce qui est arrivé à Colby Hartman. Personne ne sait qui était vraiment l'homme près de l'eau, ou si les enfants ont réellement vu quelqu'un, ou si quelqu'un les avait observés tout l'été. Mais je sais une chose, le silence n'est pas paisible. C'est un prédateur. Il attend que vous lui fassiez confiance, puis il vous prend quelque chose que vous ne récupérerez jamais. Je ne pensais pas que déménager à East Fall me perturberait autant. Quand j'ai fait mes valises pour quitter ma petite ville natale de Pinnull, je pensais que le pire de mon nouveau départ serait de m'adapter à un endroit plus grand, avec des rues plus bruyantes, des visages différents, et des épiceries qui fermaient à minuit au lieu de 19h. Mais ce qui m'a vraiment marqué, ce n'était pas la ville elle-même. C'était le fait que je n'avais aucune idée de qui vivait au-dessus de moi. J'ai grandi à Pinnull, une ville de 3000 habitants les bons jours. Les gens s'y saluaient même s'ils ne se connaissaient pas. Ma mère disait toujours, si tu éternues sur Main Street, 10 personnes t'enverront un message pour te dire « à tes souhaits » avant que tu ne rentres chez toi. Mais quand elle est tombée malade en 2015, tout a changé. J'ai passé 2 ans à m'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle perde son long et douloureux combat contre un cancer du pancréas. Mon père a déménagé en Floride 3 mois plus tard pour échapper au froid. Mais nous savions tous les deux que c'était pour fuir les souvenirs. J'ai essayé de rester. Vraiment. Mais chaque coin de cette ville me rappelait elle. Le dîner où elle m'emmenait. L'église où elle me traînait chaque dimanche, même quand je faisais semblant d'être malade. Sa vieille voiture, toujours garée dans notre allée de gravier, parce que je n'avais pas le cœur de la vendre. Après 2 ans à me sentir comme un fantôme dans ma propre vie, j'ai enfin dit « assez ». Une amie du lycée, Jenna, vivait à East Fall depuis des années. Elle m'a dit que c'était le genre d'endroit où personne ne se soucie de ce que tu fais, ce qui semblait être le paradis après Pinnull. J'ai trouvé une location à 2 étages bon marché sur Willow Avenue. Un appartement en bas, un en haut. J'étais en bas. Un certain Raymond Fields vivait en haut. Ce nom-là, je ne savais pas encore à quel point je viendrais à le craindre. L'endroit était vieux. Briques des années 1940, escalier qui craquait, une petite cour clôturée à l'arrière avec 2 poubelles pour les 2 unités. Le propriétaire a dit qu'il y avait quelques bizarreries, ce qui était un euphémisme pour dire que le chauffage donne des coups de pied comme une mule et que les fenêtres ne ferment pas correctement. Mais c'était à moi. La première nuit où j'ai emménagé, Jenna est venue avec des plats à emporter et de la bière. « Putain, c'est mignon », a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Genre mignon déprimant, mignon comme dans un film indie déprimant. « Merci », ai-je marmonné en m'affalant sur le canapé. « Tu as rencontré le mec d'en haut ?» ?»« Non, je ne l'ai pas vu. » Elle a haussé les épaules. « Juste ne mets pas la musique à fond après 22 heures. Les gens à East Fall appellent vite les flics. » Nous avons ri. Nous avons mangé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que la vie pourrait commencer à avoir un sens à nouveau. Mais cette première semaine, j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez le type d'en haut, ou plus précisément, à quel point son appartement était silencieux. Pas de pas, pas de télévision, pas de douche qui coule, rien. C'était comme vivre sous un fantôme. C'était ma 3e semaine à East Fall, un soir de juin chaud. Je venais de finir de laver la vaisselle et sortais les poubelles de la cuisine dans les bacs à l'arrière, comme je le faisais toujours. Je suis sorti dans l'air frais, les réverbères brillant faiblement derrière la clôture. Alors que j'ouvrais le couvercle de la poubelle, une voix derrière moi a dit « Calme-toi. » « Ne bouge pas », je me suis figé. Au début,
J'ai pensé que quelqu'un me faisait une blague. Des gamins, peut-être des ivrognes. Je me suis retourné à moitié souriant, prêt à dire « Hé, sérieux, mec !» Mais les mots sont morts dans ma gorge, car penché par-dessus la clôture au fond de la cour se tenait un homme. La quarantaine avancée, gilet tactique noir, casque, un fusil moderne pointé droit sur ma poitrine. Pas un pistolet, pas un tasé, un fusil d'assaut de pleine longueur avec une lampe torche et une optique montée. Mes mains se sont levées avant même que je réalise ce que je faisais. Quoi ? Qu'est-ce que... S'il vous plaît, ne tirez pas, mec. L'homme n'a pas crié. Il n'a pas aboyé d'ordre. Sa voix était calme. Trop calme. Garde les mains en l'air. Bien. Bien haut. J'ai commencé à trembler. Mes jambes ne semblaient plus m'appartenir. Ma poitrine s'est serrée si fort que j'avais à peine de l'air. Qu'est-ce qui se passe ? Ai-je chuchoté. L'homme a légèrement incliné la tête. Je veux que tu lèves ton t-shirt. Quoi ? Pourquoi ? Fais-le maintenant. Sa voix n'a jamais monté. Il n'en avait pas besoin. Le fusil faisait tout le travail. Avec des doigts tremblants, j'ai soulevé mon t-shirt, exposant mon torse. « Tourne-toi », a-t-il dit. Je l'ai fait, plus lentement. Je me suis retourné à nouveau, plus lentement cette fois, priant pour ne pas me faire tirer dessus pour un mauvais mouvement. « Bien », a-t-il dit. « Comment tu t'appelles ?»« Noah », ai-je croassé. « Noah, je veux que tu marches vers moi lentement. Garde les mains en l'air. Tu comprends ? Oui. Waze. D'accord. J'ai marché vers la porte arrière, les jambes flageolantes, la poitrine serrée. L'homme n'a jamais quitté mon corps de son arme. Quand j'ai atteint la porte, il a dit « Arrête-toi maintenant. Enlève le loquet très lentement. Ne tire pas la porte. » Je l'ai fait. Le loquet s'est ouvert avec un clic. Bien. Recule pour moi, Noah. Recule maintenant. J'ai trébuché en arrière, et puis ça s'est produit. 5 ou 6 policiers lourdement armés ont déferlé par la porte comme une putain de vague. Casque, fusil, gilet pare-balles. Ils se déplaçaient en silence complet, à part le bruit de leurs bottes. L'un d'eux portait un bélier. Ils ont passé devant moi et monté les escaliers extérieurs vers l'appartement au-dessus du mien, puis « Allez, allez, allez !» La police armée. La porte du haut s'est ouverte avec un bruit qui a secoué la cour. J'ai sursauté si fort que j'ai failli tomber. L'officier qui m'avait tenu en joue m'a attrapé le bras et m'a tiré à travers la porte arrière dans la ruelle. « Bouge, Noah, vas-y !» Un autre officier a crié depuis la rue « Cours vers moi !»« Allez, mon pote !» J'ai sprinté, trébuchant, l'adrénaline me traversant comme si mon corps était en feu. Quand j'ai atteint les flics dans la rue, ils m'ont entouré, formant un mur entre moi et la cour. Une policière a saisi mon épaule. « Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. D'accord ? Tu n'es pas en état d'arrestation. Tu es juste détenu pour interrogatoire en vertu de la loi sur la sécurité nationale. » Là, quoi ? C'est juste une procédure. Tu n'es pas en difficulté. Mais nous devons parler. Je tremblais si fort que je ne pouvais pas parler. Derrière moi, j'entendais des cris, des pas, des meubles qui se brisaient, quelqu'un hurlant « c'est bon ». Un autre criant « vérifie le placard ». J'avais l'impression d'être tombé au milieu d'un film d'action. Sauf que ce n'était pas un film. C'était chez moi. Ils ne m'ont pas emmené dans une salle d'interrogatoire. Ils m'ont conduit dans un salon familial avec des canapés et des distributeurs automatiques. L'officier en face de moi, le détective Riley, parlait doucement, comme s'il essayait de ne pas effrayer un animal blessé. « Noah, nous allons te poser quelques questions sur ton voisin du dessus. » « Je connais à peine ce type, ai-je dit, la voix tremblante. « Ce n'est pas grave. Dis-nous simplement ce que tu sais. » « Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi vous faites une descente dans son appartement avec des fusils ?» Riley a fait une pause. « Nous ne pouvons pas divulguer les détails pour l'instant. Mais c'est une enquête à haut risque. » J'ai avalé ma salive. C'est du terrorisme. Une autre pause. Réponds simplement aux questions, mon gars. Ils ont tout demandé. As-tu déjà entendu des allées et venues ? Est-ce qu'ils te parlaient ? Avaient-ils des visiteurs ? As-tu senti des produits chimiques étranges ? Utilisaient-ils plus souvent l'entrée avant ou arrière ? As-tu déjà entendu des machines, des outils électriques, des bruits de meulage ? Je leur ai dit la vérité. J'entendais à peine ce type. C'était comme si personne ne vivait à l'étage. Quand l'interrogatoire s'est terminé, le détective Riley s'est levé. « Tu es libre de partir, Noah. » Tu n'es pas un suspect. Mais est-ce que je devrais rentrer chez moi ? Vous êtes toujours là-haut.
Tu peux rentrer. Nous n'entrerons pas dans ton appartement. Super. Donc, une équipe du SWAT a fait une descente dans l'appartement au-dessus du mien. Mais apparemment, j'étais bon pour retourner à mon Netflix et mes restes comme si de rien n'était. La descente a fait la une des infos rapidement. Et quand je dis rapidement, je veux dire que quand je suis rentré chez moi, mon téléphone explosait comme une grenade. Et, c'est ta rue, mec. Putain, c'est ta maison sur Chanel 9. Frère, sois honnête. Ton voisin est un terroriste? Je me suis assis sur mon canapé en tremblant, regardant un reporter en direct debout au coin de Willowton Avenue. Des gens s'étaient rassemblés dehors. Des lumières bleues clignotaient à travers mes fenêtres. J'avais l'impression que le monde avait basculé. Et pendant les heures suivantes, je n'ai pas arrêté de penser que ce type vivait littéralement à 3 mètres au-dessus de mon lit. 3 mètres. Un étage. Un escalier. Et je ne savais rien de lui. Au cours des jours suivants, des détails ont fuité. Le FBI, le DHS, la police d'État, tous étaient impliqués. L'opération était qualifiée de délicate parce qu'ils croyaient que le suspect pourrait faire sauter l'endroit s'il était alerté. Ce qui signifiait que si j'étais sorti 30 secondes plus tard, s'ils les avaient entendus approcher, s'il y avait eu quoi que ce soit qui les déclenchait, nous aurions tous été vaporisés. J'ai appris plus tard que l'homme du dessus était soupçonné d'avoir aidé à un complot de bombardement impliquant une cellule extrémiste hors de l'État. Je ne savais pas s'il avait été arrêté. Je ne savais pas s'il s'était enfui. Je ne savais pas si la descente avait trouvé ce qu'il cherchait. Tout ce que je savais, c'était que j'avais vécu sous quelqu'un capable de quelque chose d'horrible. Quelqu'un qui ne parlait jamais, ne faisait jamais de bruit, n'allumait jamais la télévision parce qu'il ne vivait pas normalement. Il se cacait. Il planifiait. Il attendait. Une semaine plus tard, le propriétaire a appelé. Noah, je sais que c'est un moment stressant, mais avec la situation à l'étage, la propriété est temporairement fermée pour les investigations. Nous te rembourserons le mois et t'aiderons à te reloger. Je n'ai pas discuté. Je savais déjà que je ne pourrais plus jamais dormir là-bas. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises. Jenna m'a aide. Quand nous avons terminé, elle m'a serré fort dans ses bras. « Ça va » a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas répondu, parce qu'en sortant, j'ai levé les yeux vers la fenêtre sombre et vide de l'appartement du dessus. Et pour la première fois depuis la descente, j'ai réalisé à quel point j'avais été proche de tout perdre. Pas seulement ma maison, pas seulement ma sécurité. Ma vie est. J'ai déménagé de l'autre côté de la ville en une semaine. Un endroit plus sûr, plus animé, plus lumineux. Mais même maintenant, chaque fois que je sors les poubelles la nuit, chaque fois que j'entends un bruit à travers le mur, chaque fois qu'un inconnu frappe à ma porte, je me fige. Parce qu'à East Fall, j'ai appris une chose. Tu peux penser que tu connais tes voisins. Tu peux penser que tu vis dans une rue tranquille. Tu peux penser que ta vie t'appartient, mais tu ne sais jamais vraiment qui vit juste au-dessus de toi, ni de quoi ils sont capables. Et certaines nuits, quand l'air est immobile, je jure que j'entends le souvenir de la voix de cet homme derrière moi. Ne bouge pas. Je n'aurais jamais cru qu'un déménagement à 27 ans pourrait me faire revenir en arrière, comme si ma vie recommençait à zéro. Mais c'est exactement ce qui s'est produit quand j'ai quitté le bruit de Chicago pour conduire 5 heures à l'ouest, vers un endroit appelé Hawthorne Bend, une petite ville tranquille de l'Illinois, avec une population à peine supérieure à 8000 habitants et des rues si calmes et vides que les nouveaux venus ont l'impression d'être observés. J'y suis allé parce que j'avais besoin de recommencer. Ou du moins, c'est ce que je me répétais. En réalité, je fuyais une relation qui m'avait vidé. Un travail qui m'avait broyé. La version de moi-même que je ne voulais plus être. Mon père disait toujours, « Mon fils, quand tu ne sais pas ce que tu poursuis, tu finis par poursuivre des fantômes. » Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que je descende de ma voiture ce premier soir à Hawthorne Bend et que la brise me semble plus froide qu'elle n'aurait dû l'être, même pour un début d'automne. Mon agent immobilier, une petite femme aux grandes lunettes nommée Mara, m'a remis les clés de mon duplex loué et a dit « Bienvenue à Hawthorne Bend. Ici, les gens restent entre eux, alors tu vas t'intégrer parfaitement. » Elle a souri comme si c'était une blague, mais ça n'en avait pas l'air. Le duplex se trouvait au bord d'une rue appelée Red Willow Lane, bordée de érables qui semblaient magnifiques pendant la journée, mais inquiétants quand le soleil se couchait, comme si leurs branches cachaient des secrets. De l'autre côté de la rue se dressait une maison qui a immédiatement attiré mon attention. Une maison jaune pâle à 2 étages, avec un porche affaissé, une balançoire à moitié cassée, et des rideaux qui ne semblaient jamais bouger, même quand le vent soufflait fort. Le genre de maison que l'on s'attendrait à voir en arrière-plan d'un vieux film d'horreur. Avant de décharger mes cartons, j'ai remarqué que la porte d'entrée de cette maison s'ouvrait en grinçant. Une femme, probablement au début de la trentaine, est sortie en tenant une tasse.
Elle n'a pas fait de signe de la main, n'a pas hoché la tête. Elle m'a juste fixé comme si elle savait exactement qui j'étais. « Bonsoir », ai-je dit. Elle n'a pas répondu. Elle s'est simplement retournée et est rentrée. Je me souviens d'avoir murmuré pour moi-même « Ok, c'est un accueil chaleureux ». Mais je l'ai ignoré. Nouvelle ville, nouvelle personne. Peut-être que c'est comme ça que les gens agissaient ici. Je n'avais aucune idée qu'en quelques semaines, cette même femme serait la raison pour laquelle je resterais éveillé chaque nuit, terrifié à l'idée de cligner des yeux. La première semaine s'est passée sans incident. J'ai fait des courses, déballé mes affaires, repris le télétravail et essayé de m'habituer au silence. Le genre de silence qui ne semblait pas vide, mais en attente. Chaque soir vers 20h, j'entendais des pas dehors, des pas lents et craquants sur le gravier. J'ai supposé que c'étaient des enfants qui passaient, jusqu'à ce que je regarde une fois et ne vois personne. Pas une seule âme, juste le vent qui faisait bouger les feuilles mortes. Une nuit, en sortant mes poubelles, j'ai revu ma voisine, la femme de la maison jaune. Elle se tenait sur son porche, les bras enroulés autour d'elle comme si elle avait froid, mais la température était douce. « Salut », ai-je appelé. Désolé si mon emménagement a causé des perturbations, ou si je ne devrais pas être ici. La façon dont elle l'a dit, plate, sans émotion, a fait dresser les poils sur mes bras. Je suis désolé, je loue légalement. Les papiers sont tous en règle. Ce n'est pas ce que je veux dire. Elle a serré son étreinte autour d'elle. Il n'aime pas les nouveaux sur cette rue. Qui ça? Ses yeux se sont tournés vers le jardin sombre derrière mon duplex. Tu verras. Puis elle est rentrée et a fermé la porte. Je suis resté là comme un idiot, tenant 2 sacs poubelles et me demandant si je venais de rencontrer la folle du village. Je ne savais pas alors que tout ce qu'elle disait était littéral. Environ 12 jours après mon emménagement, les choses se sont aggravées. Cela a commencé par un son, doux mais clair. Toc toc toc. À 1h37 du matin, je me suis assis dans mon lit instantanément. Ma chambre était sombre, à part la lueur de mon routeur Wi-Fi. J'ai écouté attentivement, puis à nouveau, toc toc toc, cette fois plus fort. J'ai attrapé mon téléphone, allumé la lampe torche et me suis approché sur la pointe des pieds de la fenêtre près de ma porte. Mais il n'y avait personne dehors. Juste une rue vide, pas de voiture qui passait, pas de lumière de Porsche allumée. Probablement des ados qui s'amusent, ai-je marmonné. Mais le lendemain soir, et celui d'après, les coups ont recommencé. Toujours 3 coups, toujours vers la même heure. Toujours personne en vue. À la 4e nuit, j'étais en colère. Quand les coups ont retenti à nouveau, j'ai couru vers la porte et l'ai ouverte brusquement. Personne. Mais alors que je mettais un pied sur le porche, une brise froide m'a frappé, anormalement froide, comme de l'air hivernal en plein automne. J'ai entendu quelque chose alors, un chuchotement. Juste derrière moi. Rentre chez toi. Je me suis retourné. Personne. Mais je n'étais pas seul. Je pouvais le sentir. Lourd, comme si l'air lui-même pesait sur moi. J'ai claqué la porte et verrouillé chaque loquet. Le lendemain matin, alors que je chargeais ma voiture, un homme de 2 maisons plus loin s'est approché de moi. Grand, calme, peut-être la fin de la quarantaine. Il portait une veste en flanelle et tenait un café fumant et un thermos en métal. « Tu dois être le nouveau », a-t-il dit. « Je m'appelle Ellis. » J'ai soupiré. Enfin une personne normale. « Tyler. Tu dors bien ?» a-t-il demandé de manière décontractée. J'ai gelé. Pourquoi tu demandes ?» Il a haussé les épaules. Les gens de Red Willow Lane ne dorment pas toujours très bien. Vieille rue, vieux bruit. La ville a une histoire. Quelle sorte d'histoire? Il a hésité. Cette maison jaune en face de toi? Celle avec la femme? Waze. Ne l'embête pas trop. Elle a traversé l'enfer. Elle s'appelle Laurie. Elle a perdu son mari il y a quelques années. J'ai hoché la tête, me souvenant de son avertissement. Elle m'a dit quelque chose de bizarre. Elle a parlé des nouveaux venus. Ellis M.A. Coupe. Ouais, elle fait ça. Ne le prends pas à cœur. Il a pris une gorgée de café. Mais écoute, si tu entends des trucs inhabituels la nuit, n'ouvre pas la porte. Ignore-les. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il m'a regardé avec des yeux qui portaient trop de secrets. Cette ville se souvient des choses, même quand les gens ne s'en souviennent pas, puis il est parti, me laissant plus confus qu'avant. Une semaine plus tard, Hawthorne Bend a changé à jamais. Je rentrais de l'épicerie quand j'ai vu des lumières clignotantes près du pont sur la rivière. Voitures de police, camions du comté, et une petite foule qui se rassemblait. La curiosité a pris le dessus, alors je me suis garé sur le côté et je me suis approché. Quelqu'un a chuchoté derrière moi.
Ils en ont trouvé un autre. Un officier du comté délimitait une section de la berge avec du ruban adhésif, tandis que 2 ambulanciers fermaient un sac mortuaire noir. « Jésus !» ai-je murmuré. Un homme à côté de moi a chuchoté. Une jeune fille, probablement pas plus de 20 ans. J'ai avalé ma salive. Qu'est-ce qui s'est passé? La même chose que d'habitude, a-t-il dit. Tu dois être nouveau, hein? J'ai hoché la tête. Des corps apparaissent tous les quelques années, a-t-il continué. Des femmes, des jeunes, la moitié d'entre elles n'ont même jamais été signalées disparues. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ellis est soudainement apparu à côté de moi. Tyler, a-t-il dit doucement. Allons-y, tu ne veux pas voir ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Ai-je demandé, la voix tremblante. Ellis a regardé la rivière comme s'il fixait un souvenir. Hawthorne Bend semble calme de l'extérieur, mais cet endroit, il garde ses morts près de lui. Cette nuit-là, vers 21h15, quelqu'un a frappé à ma porte. 3 coups, mais cette fois, ce n'était pas le silence étrange habituel. Ensuite, j'ai entendu une voix. « Tyler, ouvre, s'il te plaît. » C'était Laurie. J'ai couru pour ouvrir la porte. Elle avait l'air terrifiée, les yeux écarquillés, respirant vite, tremblant comme si elle avait couru pendant des kilomètres. « Laurie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle est entrée sans demander et a fermé la porte derrière elle. « Ils sont là ce soir, » a-t-elle chuchoté. « Tu dois rester à l'intérieur. Ne regarde pas dehors. Ne réponds pas. Ne parle pas. Même pas s'ils disent ton nom. »« Qui? De quoi tu parles ?» Elle a saisi mon poignet. « Ceux qui frappent. » Mon sang s'est glacé. « Laurie, qu'est-ce que... » « Quand mon mari est mort, » a-t-elle chuchoté. « Je pensais que c'était un suicide. Tout le monde le pensait. Mais j'ai entendu les coups cette nuit-là. Et il a ouvert la portée. Elle a couvert sa bouche, fixant le sol. Ils l'ont pris. »« Qui l'a pris ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé avec une peur qui ne semblait pas humaine. « Ceux qui vivent entre ici et la rivière. » À exactement 1h37, les coups ont recommencé. Cette fois, plus fort, plus violent. Toc, toc, toc. Laurie a saisi mon bras. Ne bouge pas. Ne parle pas. Les coups ont continué. Plus rapides, plus en colère. Puis une voix est venue de dehors. Profonde, fausse, comme si quelqu'un portait une voix humaine comme un vêtement. Tyler, nous savons que tu nous entends. Ma bouche est devenue sèche. Laurie a secoué la tête violemment, suppliant en silence. Ne leur réponds pas, mais la voix a continué. Ouvre la porte. Tu n'es pas à ta place ici. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Puis j'ai entendu des pas lents, traînants, se déplaçant autour du côté de ma maison vers la fenêtre de ma chambre. J'ai fermé les yeux. Puis un autre chuchotement, plus proche. Juste dehors, contre la vitre. Laisse-nous entrer. Laurie a serré mon poignet, si fort que ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. Puis, crac. La vitre de ma chambre s'est fissurée. Quelque chose a heurté violemment. Nous devons appeler le 911. Ils ne viendront pas, a chuchoté Laurie. Pas ici. Pas à cette heure. Que veulent-ils? Toi. Pourquoi moi? Sa réponse était à peine audible. Parce que tu as emménagé là où quelqu'un d'autre est mort. Quelqu'un que la ville n'a jamais enterré correctement. Mon sang s'est glacé. Elle a pointé, tremblante, vers les planches du sol près du couloir. Ils sont sous cette rue. Ils y ont toujours été. La vitre s'est fissurée à nouveau. Cette fois, des morceaux de verre sont tombés vers l'intérieur. Une main grise, fine, gonflée, gorgée d'eau, a traversé l'ouverture brisée. Laurie a hurlé « Pars maintenant !» Nous avons couru par la porte arrière dans la cour. J'ai pu entendre des pas derrière nous. Des pas traînants et humides, comme si quelqu'un se traînait sur le gravier. « Ne te retourne pas !» a crié Laurie. Nous avons couru à travers la cour, par-dessus la clôture, directement dans Red Willow Lane. Les réverbères clignotaient violemment. Au bout du pâté de maison, Ellis se tenait près de son camion, agitant frénétiquement les bras. « Monte ! Bouge-toi !» Nous avons sauté à l'intérieur. Alors qu'Ellis appuyait sur l'accélérateur, j'ai vu des formes émerger entre les maisons. Des corps gonflés, pâles, trempés, de l'eau dégoulinant de leurs vêtements, leurs yeux noirs et vides. L'un d'eux a chuchoté mon nom à nouveau dans une voix qui n'appartenait pas aux vivants. « Tyler !» Je me suis détourné, tremblant de manière incontrôlable. Nous nous sommes arrêtés près du vieux moulin à grains abandonné en dehors de la ville. Ellis a éteint le moteur et s'est tourné vers nous.
Tu n'aurais pas dû emménager sur Red Willow, a-t-il dit doucement. Cette rue, elle a été construite sur l'ancien chemin de la rivière. La ville a détourné l'eau dans les années 1940 après une série de noyades. Des noyades, ai-je chuchoté. Pas des accidents, a dit Ellis. Des filles, des jeunes femmes, tout enlevé la nuit. Les gens à l'époque ne savaient pas comment l'appeler, alors ils ont accusé la rivière, on dit qu'elle avait faim. C'est ridicule, ai-je marmonné. Ellis a secoué la tête. Peut-être. Mais les corps ont continué à apparaître et la ville a appris à s'adapter. S'adapter comment. Ellis a supire l'entainment. On ne sort pas après minuit. Pas dans cette rue. Et on ne répond surtout pas aux coups. Alors ils sont, quoi? Des fantômes. Appelle-les comme tu veux, a dit Ellis. Mais ils prennent qui ils veulent, et ils ne ciblent que les nouveaux, les gens que la ville ne regretterait pas encore. Je me sens malade, a chuchoté Laurie. Ils sont venus pour mon mari, et ils reviendront pour toi. Nous sommes restés au moulin jusqu'à l'aube. Puis Ellis m'a ramené à mon duplex pour que je puisse faire mes valises et quitter la ville. Mais quand nous sommes arrivés, tout semblait normal. Pas de vitres brisées, pas d'empreintes de pas, pas de dégâts, comme si la nuit n'avait jamais eu lieu. Je suis entré prudemment. L'air était chaud, calme, jusqu'à ce que je voie quelque chose posé sur ma table de cuisine. Un portefeuille trempé de la rivière, qui n'était pas le mien. À l'intérieur, la pièce d'identité appartenait à un homme nommé Parker Hill, âgé de 29 ans, le même âge que moi. Et l'adresse, mon duplex, mon unité, ma maison exacte. Jésus-Christ, ai-je chuchoté. Ellis s'est figé. C'est le dernier gars qui a vécu ici. Les yeux de Laurie se sont remplis de larmes. Ils l'ont laissé pour toi. J'ai reculé, le cœur battant dans ma poitrine. Puis les coups ont retenti. Pas dehors, pas à la porte, mais sous le plancher. Talk, talk, talk. J'ai couru hors de cette maison et ne me suis jamais retourné. J'ai conduit jusqu'à ce que Hawthorne Bend ne soit plus qu'un souvenir dans le rétroviseur. Une tache sombre sur la carte à laquelle je ne retournerai jamais. Je n'ai pris aucune boîte, aucun vêtement, rien. Certaines villes ne veulent pas de nouveaux venus. Certaines villes n'enterrent pas leurs morts. Certaines villes les laissent marcher, et Hawthorne Bend en fait partie. À ce jour, parfois la nuit, même à des centaines de kilomètres, j'entends encore 3 coups doux. Talk, talk, talk. Et un chuchotement qui glace mon sang. Rentrez chez vous. Je ne pensais pas que déménager à Rustwood, dans l'Ohio, à 12 ans, me marquerait autant. À cet âge-là, on est trop vieux pour pleurer en quittant ses amis, mais assez jeune pour ressentir chaque centimètre de cette perte comme si on vous avait arraché le sol sous les pieds. Mon vrai nom est Leo Harov, mais tout le monde dans ma ville natale m'appelait LJ. À Rustwood, on m'a appelé « le nouveau » pendant 6 bons mois. C'est mon père, Patrick, qui a pris la décision. Il a dit qu'il avait besoin d'un nouveau départ, mais les adultes disent ça de la même manière qu'ils disent « on fait une pause » ou « on est mieux en amis ». Ça cache toujours quelque chose de compliqué qu'ils ne veulent pas expliquer. Ma mère a simplement hoché la tête, comme si elle avait déjà livré cette bataille et perdu. Nous avons quitté Columbus un matin humide d'août, entassés dans un SUV usagé qui sentait le fast-food et le ruban adhésif de déménagement. Mais après 2 heures, quelque chose a changé. L'air est devenu plus pur, les routes plus désertes, et les arbres ont commencé à remplacer les panneaux publicitaires. Rustwood se trouvait au bord de nulle part, niché derrière des champs de maïs et une station-service qui louait encore des VHS. Mon père a tourné dans notre nouvelle rue, Hawthorne Bend, qui était silencieuse de cette manière qui vous fait penser que vous êtes soit très en sécurité, soit très observé. Ça a l'air paisible, a dit ma mère. Mon père a hoché la tête. J'ai fixé la maison. Elle était plus grande que l'ancienne. Trop grande. 2 étages, une large cour, et des briques anciennes comme si elle était là depuis le début des temps. Mon père n'arrêtait pas de dire « on l'a eu à un prix dérisoire ». Mais même à 12 ans, je savais que les maisons ne sont pas bon marché sans raison. Mais je n'ai pas posé de questions. Pas à ce moment-là. Nous avons rencontré les voisins le 2e jour. Une femme courte et rougie par le soleil, nommée Joanne, est venue avec une tarte, comme dans un film de Hallmark. « Vous emménagez dans la maison des Hartwell ?» a-t-elle demandé. « La maison des Hartwell ?» a répété mon père. « Oui. » Elle a marqué une pause, puis forcé un sourire. « Eh bien, bienvenue à Rustwood. » Elle n'a pas élaboré. C'était le premier indice. Le 2e indice est arrivé 3 nuits plus tard. Mon père m'a secoué vers 1h30 du matin. « Léo, lève-toi » a-t-il chuchoté. Sa voix n'était pas en colère. Elle était nerveuse. Je l'ai suivie en bas. Ma mère était déjà à la fenêtre,
écartant légèrement le rideau pour jeter un coup d'œil dehors. « Quoi » ai-je demandé. Mon père a pointé du doigt vers le jardin, la mâchoire serrée. Et là, dans la faible lueur du réverbère, se trouvait quelque chose qui n'avait absolument pas sa place là. Un monticule, sombre, bosselé, frais. « C'est un animal mort » ai-je demandé. Ma mère a secoué lentement la tête. « Non, ce n'est pas un animal. » Mon père a expiré par le nez. « Non, c'est humain. » J'ai cligné des yeux. « Humain quoi ?» Ma mère a détourné le regard. Mon père, non. « Putain » a-t-il dit. Littéralement, de la merde humaine dans notre jardin. J'ai eu un tôt le cœur si violent que j'ai vu des étoiles. Ma mère a chuchoté. « Pas encore. »« Encore » ai-je rétorqué. « Ça s'est déjà produit. » Mon père n'a pas répondu, mais la façon dont ses yeux se sont verrouillés sur ce tas m'a tout dit. À la fin de la semaine, c'était arrivé 4 fois de plus. Toujours la nuit, toujours à un endroit différent. Toujours délibéré. Mon père a d'abord essayé de minimiser. Probablement une blague de mauvais goût, a-t-il marmonné. Mais ma mère l'a contredit un matin dans la cuisine. C'est ciblé, Pat, a-t-elle dit doucement. Personne d'autre dans la rue ne subit ça. J'ai entendu chaque mot que mon père a dit. Je sais. Puis il a ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est le même schéma qu'avant. Avant quoi? Avant qu'on déménage. Avant qu'on quitte Columbus. Avant que notre famille commence à agir comme si chaque nuit était une bataille potentielle. Quelque chose nous avait suivis, ou quelqu'un nous avait retrouvés à nouveau. Cette nuit-là, mon père a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis Columbus. Il s'est assis sur le porche avec une batte de baseball sur les genoux. Pas un fusil. Pas encore. Juste une batte. Il m'a dit d'aller me coucher. Je ne l'ai pas fait. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé sa silhouette jusqu'à ce que mes yeux piquent. Mais vers 3 heures du matin, je dois m'être assoupi, car la prochaine chose que j'ai entendue, c'était ma mère hurlant. Mon père a fait irruption dans la maison avec une expression sur le visage comme s'il avait vu un démon. Appelez le 911, a-t-il aboyé. Ma mère a attrapé le téléphone. Je suis resté figé. J'ai vu les mains de mon père trembler. J'ai vu de la terre sur son jean. J'ai vu autre chose aussi. Quelque chose de petit et métallique. Il l'a jeté sur la table. Un bouton, vieux, rouillé, avec 2 trous. D'où ça sort? Ai-je demandé. Mon père a avalé sa salive. Il le portait. Qui? Mon père n'a pas cligné des yeux. Il n'a pas respiré. Il a simplement fixé un point derrière moi, comme si le souvenir lui-même lui déchirait le cerveau. L'homme qui était dans notre jardin. Ma mère a chuchoté dans le téléphone. Oui, police de Rustwood. Oui, il était nu. Oui, nu. Non, on ne le connaît pas, papa, ai-je dit, à quoi il ressemblait. Mon père a lentement secoué la tête. Je ne sais pas. Je n'ai vu que son dos. Il était couvert de boue. Il a escaladé notre clôture comme s'il l'avait déjà fait. Puis il a chuchoté et il a ri. Ma colonne vertébrale s'est raidie. Quoi? Mon père avait l'air plus vivant et terrifié que je ne l'avais jamais vu. Il a ri. Léo, comme s'il savait que je le regardais, comme s'il m'attendait. 2 jours plus tard, un adjoint de Rustwood est venu. Grand, tacheté de soleil, il avait l'air de préférer être à la pêche. « Vous avez des nuisibles ou quelque chose ?» a-t-il demandé. « Des nuisibles humains ?» a rétorqué mon père. L'adjoint a haussé les épaules, comme si ce n'était même pas la chose la plus étrange qu'il avait entendue ce matin-là. Mais ensuite, il a dit quelque chose d'étrange. « Vous, les gens, vous achetez cette maison au Marlin, c'est ça. » Ma mère a hoché la tête. L'adjoint a soufflé par les joues gonflées. Ouais, ils avaient quelques problèmes. Mon père s'est raidi. Quel genre de problème? L'adjoint a secoué la tête, comme s'il en avait trop dit. Vous devriez leur demander. Ils ont quitté la ville très vite. Puis il s'est penché, baissant la voix. Si vous revoyez l'homme, ne le confrontez pas, appelez-nous. C'est tout. Compris. Mon père n'a pas répondu. Moi, si. Ouais, on a compris. Il a hoché la tête et est parti. Quand la porte s'est fermée, ma mère s'est tournée vers mon père. Pat, il savait. Les anciens propriétaires savaient. Mon père s'est frotté les tempes. Ouais, il savait. Puis j'ai posé la question qui me brûlait depuis des jours. Papa, est-ce que c'est déjà arrivé avant? À Columbus. Mon père s'est figé. Tu ne lui as jamais dit.
Il n'avait pas besoin de savoir. J'ai besoin de savoir maintenant. Ai-je crié. Mon père m'a regardé longtemps. Puis il a dit, oui, c'est déjà arrivé avant, mais jamais comme ça. Comme ça. Les attaques, les intrusions se sont aggravées. Ça a commencé avec l'État, puis les empreintes de pas, puis les poteaux de clôture qui se desserraient la nuit. Un matin, nous avons trouvé notre porte arrière déverrouillée, la même porte que papa vérifiait toujours 2 fois. Une autre nuit, maman a trouvé des empreintes de mains boueuses sur l'abri. Mais ce qui a tout changé, c'était la note. Mon père l'a trouvée coincée sous une pierre sur le porche. Une écriture déchirée, des lettres de travers. To Emma's monk. Les jambes de ma mère ont fléchi. Mon père a déchiré la note en 2, comme si déchirer le papier pouvait détruire le sens derrière. J'ai chuchoté. Il nous a suivis. Mon père n'a pas répondu, car nous savions tous la réponse. Mon père a acheté une caméra, une bonne. Il ne dormait pas. Il mangeait à peine. Il s'asseyait près de la fenêtre chaque nuit avec la batte à côté de lui, prenant des photos chaque fois que la lumière de détection de mouvement clignotait. Mais l'homme, l'intrus, était malin. Il restait dans les angles morts. Il sait by sight. Il se déplaçait comme s'il connaissait le terrain mieux que nous. Mais la 8e nuit, quelque chose a enfin changé. Mon père a crié pour ma mère. J'ai bondi de mon lit et j'ai couru dans le couloir. « Il est là !» a crié mon père. Et je l'ai vu aussi. Un homme, mince, couvert de boue, les cheveux collés sur ses épaules, rampant le long du bord de notre jardin comme un animal sauvage. Et oui, il était nu. « Mon Dieu !» a haleté ma mère. Mon père a poussé la porte. « Et, espèce de malade !» a-t-il rugi. Il est sorti dans le jardin avec la caméra levée. « Pat !» a crié ma mère. « Non !» Mais mon père n'a pas arrêté. Il a pris photo après photo, se rapprochant de plus en plus. Puis, en une fraction de seconde, l'homme s'est retourné et a couru vers mon père. Pas en courant, pas paniqué, il a chargé. « Pat, recule !» a hurlé ma mère. Mon père a trébuché. L'homme s'est précipité sur lui, a attrapé la caméra et l'a écrasé par terre. Mon père l'a frappé au menton. L'homme a ri, a vraiment ri, a attrapé la chemise de mon père et a chuchoté quelque chose à son oreille. J'ai vu le visage de mon père se vider de toutes couleurs. Ma mère a crié pour que j'appelle le 911. L'homme a bondi à nouveau. Mon père a balancé la batte sauvage. Les voisins ont crié. Les lumières des porches se sont allumées. Des pas ont retenti dans l'herbe. L'homme nu s'est enfui, escaladant la clôture d'un seul mouvement et disparaissant dans les bois sombres derrière notre maison. La police est venue. Ils ont trouvé de la boue, du sang, des empreintes de pas et un morceau de film intact de la caméra brisée. Un gros plan du visage de l'homme. Maigre, les yeux trop grands, la bouche tordue dans un rictus qui n'appartenait pas à un humain. La police de Rustwood a utilisé la photo pour faire des affiches. Les chaînes d'infos l'ont reprise. La ville a bourdonné d'avertissements. Puis, 3 jours plus tard, les flics sont venus frapper. Monsieur et Madame Hargrove, nous devons parler. L'homme avait été arrêté, trouvé en train de dormir sous un pont à 80 km de là. Mais à cause d'une erreur administrative, mauvaise date, mauvais formulaire, mauvaise signature, Dieu sait quoi, il a été relâché le même jour avant que quiconque puisse l'interroger, avant toute évaluation de santé mentale, avant toute prise d'empreinte digitale. Mon père a regardé l'officier comme s'il plaisantait. « Vous l'avez laissé partir », a crié mon père. L'officier a avalé sa salive. Nous avons fait une erreur. Ma mère a hurlé sur lui jusqu'à ce que sa voix se brise. Je me suis assis sur le canapé en tremblant. Mon père n'a dit qu'une seule chose. C'est fini. On part ce soir. Nous n'avons pas fait nos valises. Nous n'avons pas nettoyé. Nous n'avons pas dit au revoir. Mon père a pris ce qu'il pouvait mettre dans le SUV. Ma mère a attrapé le coffre-fort avec nos documents. J'ai pris mon sac à dos et rien d'autre. Nous avons roulé au-delà de Rustwood, au-delà de la limite du comté, au-delà de chaque endroit qui semblait même vaguement familier. Mon père ne s'est pas arrêté avant le matin. J'ai 25 ans maintenant. Rustwood semble être un rêve que je ne devrais pas me rappeler, mais que je ne peux pas oublier. Le mois dernier, je suis rentré chez moi pour rendre visite à mes parents. Mon père était plus silencieux que d'habitude. Ma mère m'a fait promettre de ne pas parler de ce qui s'était passé, mais j'ai demandé quand même. « Papa, est-ce qu'ils l'ont jamais retrouvé ?» Mon père a fixé la table. « Il nous a retrouvés », a-t-il dit doucement. « C'est ce que tu demandes vraiment. » J'ai avalé ma salive. Pourquoi nous ? Mon père a enfin croisé mon regard. Quand tu étais bébé,
Il vivait à 2 maisons de là. Il était toujours bizarre, toujours en train de nous observer. Une nuit, il a essayé de s'introduire dans notre ancienne maison. Après ça, nous avons déménagé, puis déménagé encore, et il a continué à réapparaître. Pas tout de suite. Parfois des années plus tard, parfois des mois, mais toujours, finalement. J.I. senti ma respiration se bloquer. Alors Rustwood n'était pas un hasard. Mon père a secoué la tête. Il ne chiait pas dans notre jardin parce qu'il était malade. Il ne le faisait pas pour nous faire peur. Il marquait son territoire, nous disant qu'il était là, nous disant qu'il n'avait pas fini. Penses-tu qu'il pourrait revenir? Mon père a regardé vers la fenêtre. Je ne sais pas, mon fils, a-t-il dit. Mais je vérifie toujours le jardin chaque nuit. J'ai hoché la tête lentement, car même après toutes ces années, parfois quand je rends visite, au bord de l'herbe près de la clôture, je jure que je vois encore des empreintes de pas, fraîches. Je n'aurais jamais cru qu'un déménagement dans une ville plus calme pourrait ruiner la vie de quelqu'un. À l'époque, après que tout s'était effondré avec la santé de maman, tout ce que voulait mon père, c'était un endroit plus doux, quelque part avec des matins plus lents, des voisins amicaux, et une école qui ne l'appellerait pas chaque semaine pour lui dire à quel point je dégringolais. Il appelait ça un redémarrage. Moi, j'appelais ça abandonner. Nous avons laissé Pittsburgh derrière nous un matin gris de septembre, le genre où le ciel semble lourd, comme s'il décidait s'il devait pleurer ou se retenir. Mon père n'arrêtait pas de dire que l'air sentait plus pur à l'est, que le New Hampshire était un sacré changement. Mais je suis resté assis sur le siège passager, faisant semblant de dormir pour ne pas avoir à parler. La ville où nous avons emménagé s'appelait Ashwood Ridge, et je jure que la première fois que j'ai vu ce panneau de bienvenue, quelque chose dans mon estomac s'est tordu, comme un avertissement. Ce n'était pas de la peur, plutôt une sorte de reconnaissance. Même si je n'y étais jamais allé auparavant. Mon père a remarqué que je fixais le panneau. Ça a l'air sympa, non? Genre chaleureux. Ouais, ai-je marmonné. Chaleureux. Mais la vérité, c'est que les bois derrière le panneau étaient les plus sombres que j'ai jamais vus. Même à midi, ils avalaient la lumière du soleil comme si les arbres l'aspiraient. Je me suis dit que j'exagérais. Mais plus nous sommes restés, plus j'ai réalisé que les bois n'étaient pas le problème. C'étaient les gens. Notre nouvelle maison se trouvait tout au bout d'une route étroite appelée Marolan. Mon père a ri en voyant le panneau de la rue. Qui appelle une route d'après des os? C'est trop métal ou flippant? Les deux, ai-je dit. Il a reniflé. Mon gars, tout est flippant pour toi. Il avait en partie raison. Après la mort de maman, tout semblait faux de manière que je ne pouvais pas expliquer. La maison elle-même était bizarre. Ni vieille, ni nouvelle. La structure semblait dater des années 60. Mais quelqu'un avait refait certaines parties d'une manière qui ne correspondait pas au reste. Un porche moderne boulonné sur un revêtement usé. Des volets neufs mais des cadres de fenêtres fissurés, comme si quelqu'un avait essayé de la rendre accueillante mais n'avait pas pu cacher ce qu'elle était vraiment. Une femme grande, vêtue d'une veste en jean délavé, balayait son allée quand nous sommes sortis de la voiture. Elle m'a fixé une seconde de trop avant de forcer un sourire. Vous devez être les Garland. Je suis June Porter. Bienvenue sur Marie-Lolan. Mon père lui a serré la main, faisant ce truc poli et trop amical qu'il faisait toujours. Vous vivez à côté. Depuis 2009. Elle m'a regardé alors, et ses yeux se sont adoucis. Tu es Evan, c'est ça? J'ai gelé. Mon père ne m'avait pas encore présenté. Comment tu? L'agent immobilier a mentionné un garçon de ton âge, a-t-elle dit rapidement. Petite ville. Tu sais comment c'est. J'ai hoché la tête, mais quelque chose dans son explication ne semblait pas être la vérité. Son regard ne cessait de dériver par-dessus mon épaule vers la lisière des bois derrière notre maison. Elle fixait de la manière dont quelqu'un le fait quand il s'attend à voir quelque chose se tenir juste à l'ombre. Mon père a suivi ses yeux. Quelque chose ne va pas avec les bois. June a ouvert la bouche, a marqué une pause, puis a souri trop largement. Non, non, juste des cerfs. Beaucoup de cerfs par ici. Mais la manière dont elle l'a dit m'a convaincu qu'elle ne cherchait pas des cerfs. Elle guettait autre chose. Notre première nuit dans la maison a semblé plus froide qu'elle n'aurait dû l'être. Mon père a essayé de me remonter le moral en déballant la console de jeu en premier. Les priorités, a-t-il plaisanté, me lançant la manette. L'école ne commence pas avant lundi. Brisons le record du monde de l'utilisation la plus irresponsable d'un samedi. J'ai réussi à sourire. Mon père essayait toujours. Il ne savait simplement pas comment réparer le genre de cassure que nous étions devenus. Vers 1h30 du matin, je suis allé remplir ma bouteille d'eau. La fenêtre de la cuisine donnait sur les bois.
Pas de réverbère là-bas, juste des arbres serrés comme des corps dans une foule. Et quelque chose a bougé entre eux. Ce n'était ni grand ni petit. Juste une forme, vaguement humaine, se tenant très immobile. « Papa !» ai-je chuchoté. Il était encore éveillé dans le salon. Quoi? Je ne voulais pas qu'il pense que je déraillais à nouveau. Rien, je vérifiais juste quelque chose. Il n'a pas insisté, mais au moment où j'ai détourné le regard de la fenêtre, je l'ai entendu. Un long sifflement bas. Pas une mélodie, rien de musical, juste une note. Tenu. Tenu. Beaucoup trop longtemps. Tenu comme si ce qui ou qui l'avait émis n'avait pas besoin de respirer. J'ai sursauté et me suis retourné. Personne, juste les arbres. Le sifflement a cessé. Puis un léger tapotement sur la vitre, juste devant mon visage. J'ai reculé, le cœur battant contre mes côtes. Mais quand je me suis forcé à regarder, rien, juste mon reflet, ou presque mon reflet. Car derrière mon épaule, à peine visible dans la vitre, se tenait une silhouette, très grande, très mince, debout juste à la lisière des bois, observant la maison, m'observant. J'ai cligné des yeux, et elle a disparu. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Le collège d'Ashwood Ridge ressemblait à quelque chose sorti d'une carte postale. Un petit bâtiment en briques, la forêt de tous côtés, un drapeau américain à moitié délavé par le soleil. Mon père m'a déposé devant. « Tu vas t'en sortir », a-t-il dit pour la 100e fois. « Ouais », ai-je marmonné. « Tu veux que je vienne te chercher ou tu préfères marcher ?» J'ai hésité. Marcher sur Marolan à travers ces bois. « Non, viens me chercher. » Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. À l'intérieur de l'école, les couloirs étaient bordés de vitrines remplies de photos. Des équipes, des portraits de classe, des lauréats locaux, mais la moitié des photos avaient des visages manquants. Pas rayés, pas endommagés, juste flous, comme si l'appareil photo avait oublié qu'il était censé capturer. Une fille aux cheveux bouclés bruns et à la capuche violette m'a surpris en train de fixer. « Tu es le gamin qui a emménagé dans la maison des Garland, c'est ça. » J'ai cligné des yeux. « You ways. Je m'appelle Evan. » Elle n'a pas donné son nom. Elle n'a pas souri. Elle a simplement dit, presque en chuchotant, « Tu ne devrais pas vivre là-bas. » Mon estomac s'est serré. Pourquoi pas? Elle a regardé autour d'elle, vérifiant si quelqu'un pouvait entendre. De mauvaises choses arrivent dans cette rue. Quel genre de mauvaises choses? Juste, ne reste pas dehors après la tombée de la nuit, a-t-elle dit rapidement. Et ne t'approche pas des bois derrière ta maison. Avant que je puisse demander plus, elle s'est éloignée rapidement, presque en courant. Ce fut la première vraie conversation que j'ai eue dans cette école. Tout le monde a réagi de la même manière les jours suivants. « Oh, Marolan, c'est là qu'il habite. Pourquoi ton père a choisi cette maison ?» J'ai continué à entendre la même phrase chuchotée comme une malédiction. La ligne passe derrière celle-là. Quand j'ai demandé ce qu'était la ligne, personne n'a répondu. Certains se sont éloignés. Certains ont eu l'air effrayés. Et un gamin, un grand garçon pâle avec une casquette des Red Sox, s'est penché et a dit « Ne demande pas à propos de la ligne d'Ashwood si tu aimes dormir. » La manière dont il a dit m'a fait comprendre que ce n'était pas une histoire de fantôme. C'était une règle. À la 3e semaine, le sifflement est devenu une routine. Toujours tard. Toujours une longue note. Toujours depuis les bois. Parfois, c'était plus proche. Parfois plus loin, mais toujours là. Mon père ne l'entendait pas, ou peut-être ne voulait pas l'entendre. Une nuit, après que le sifflement ait cessé, j'ai entendu autre chose. Des feuilles qui craquaient. Très lentement, très intentionnellement, comme des pas. J'ai attrapé mon téléphone et me suis approché silencieusement de la fenêtre arrière. Entre deux pins, j'ai vu des yeux brillants. Jaunâtres, réfléchissants, peut-être un animal, mais les animaux ne se tiennent pas debout, et les animaux ne parlent pas, car la chose dans les bois l'a fait. Un murmure bas a traversé la vitre. Evan. Ma poitrine s'est serrée si fort que je ne pouvais plus respirer. Quelque chose a bougé derrière moi. Je me suis retourné. Papa. Jésus, ai-je haleté. Il a levé les mains. Désolé, mon gars. Je ne voulais pas te faire peur. J'ai pointé vers les arbres. Il y avait quelque chose là-bas. Il a regardé, puis regardé à nouveau, puis a soupiré. Evan, on en a parlé. Tu comprends. Je n'invente pas. Ai-je coupé? Le visage de mon père s'est tendu, une lueur de douleur y passant. Il ne l'a pas dit à voix haute, mais je connaissais la pensée dans sa tête. Après ta mère, ton cerveau n'est plus le même. Il avait peur pour moi, mais j'étais terrifié pour nous. Allez, a-t-il dit doucement. Il est tard. Essaye de dormir. Essaye.
La première chute de neige est arrivée tôt. Ashwood Ridge avait l'air parfait pour une carte postale. Trop parfait. Un samedi matin, mon père a décidé que nous devions vraiment socialiser avant que les gens ne nous prennent pour des ermites. Il nous a conduits au Misty's Dîner, un petit restaurant de petit déjeuner local peint en bleu clair avec des guirlandes de Noël toute l'année. Tout le monde nous a fixés quand nous sommes entrés. Pas discrètement, pas poliment, juste fixés. Une serveuse aux yeux fatigués et à l'étiquette « Tess » nous a conduits à une banquette. « Vous êtes les gens qui vivent sur Marie-Lolan, c'est ça ?» a-t-elle demandé en plaçant les menus devant nous. Mon père a hoché la tête. « Ways. La maison au bout. » Tess a inspiré brusquement, comme si elle avait touché un poil chaud. « Vous aimez là-bas pour l'instant. »« C'est un toit, » a dit mon père légèrement. Tess a hésité, puis a dit presque en chuchotant. « Eh bien, si jamais vous entendez quelque chose la nuit, ne sortez pas, j'ai gelé. » Mon père a ri comme s'il pensait qu'elle plaisantait. « Tu veux dire des coyotes ?» Tess n'a pas ri. « Non, pas des coyotes. » Avant que nous puissions demander plus, un homme assis seul dans un coin a appelé « Tess, café ». Elle s'est précipitée. Je me suis tourné pour regarder l'homme. Il me fixait directement. Pas mon père. Moi. Son visage était buriné, les joues creuses, la barbe clairsemée. Ses vêtements avaient l'air usés, une flanelle délavée, des bottes lourdes. Il avait une présence qui aspirait la chaleur de la pièce. Quand il m'a vu le regarder, il a croché un doigt. Mon père l'a remarqué. « Tu le connais ?» « Non », ai-je chuchoté. Mais l'homme a fait signe à nouveau. Lent, invitant. Mon père a froncé les sourcils. « Reste ici. Je vais m'en occuper. » « Non », ai-je dit rapidement. « Ne le fais pas », mais mon père était déjà debout. Il s'est approché de la table de l'homme. Leur conversation a été courte. Mon père est revenu, la mâchoire serrée. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» ai-je demandé. Mon père n'a pas répondu. « Pas. » Il a fixé devant lui un moment avant de marmonner « Finis tes pancakes. On y va après ça. » Il n'a plus parlé pendant tout le trajet du retour. Et cette nuit-là, le sifflement est venu 2 fois. Le lundi, la fille à la capuche violette m'a trouvé à la pause déjeuner. Elle s'est assise en face de moi sans demander. « Je m'appelle Lena », a-t-elle dit enfin. J'ai pensé que je devrais te le dire avant que quelque chose n'arrive. Des frissons froids ont rampé le long de mes bras. Me dire quoi? Elle s'est penchée. Tu l'as entendu. Le sifflement. Mon sang s'est glacé. Comment tu? Tout le monde près des bois l'entend? A-t-elle chuchoté? Mais seulement certaines personnes entendent leur nom. J'ai avalé difficilement. Alors, c'est quoi? Un psycho dans les bois? Un ermite? Un ours qu'on a mal élevé? Lena a lentement secoué la tête. C'est le gardien de la ligne. J'ai fixé. C'est le nom le plus stupide que j'ai jamais. Ce n'est pas un nom. C'est un travail. Ses yeux tremblaient. Quelqu'un ou quelque chose marche le long de la frontière entre notre monde et ce qu'il y a au-delà de la lisière des arbres. Comme un monstre. Non, pire. Elle a pris une inspiration. Ça a déjà été humain. J'ai senti le bruit de la cafétéria s'estomper autour de nous. Qu'est-ce que ça veut? Ai-je chuchoté. Elle a hésité. Ça veut les enfants nés la mauvaise année. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut même dire? À Ashwood Ridge, a-t-elle dit doucement, tous les 13 ans, un enfant est marqué. Un enfant que les bois rappellent. On dit que ça a commencé avant que la ville n'existe. On dit que ça s'est arrêté parce qu'une ombre est tombée sur la table. Un professeur, Monsieur Ansley. Le déjeuner est à l'extérieur aujourd'hui. Allons-y. Mais il ne m'a pas regardé. Il a regardé Lena avec un avertissement, comme s'il savait exactement ce qu'elle me disait et ne voulait pas qu'elle le fasse. 2 jours plus tard, la ville est devenue silencieuse. Un élève de 7e nommé Paul Wren n'est pas venu à l'école. À midi, les gens chuchotaient. À la 8e période, les professeurs avaient l'air secoués. À la fin des cours, des voitures de police s'étaient garées dehors. Mon père est venu me chercher tôt. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. « Un enfant disparu », a-t-il dit doucement. « Il fouille les bois. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. « Quel bois ?» Mon père n'a pas répondu pendant une seconde. « Ceux derrière notre maison. » Je me suis raidi. « Pas. » Il a serré le volant plus fort. Il pense qu'il s'est égaré. Tempête de neige hier soir. Facile de se perdre. Mais je me suis souvenu de quelque chose que Lena avait dit. Tous les 13 ans. Un enfant marqué.
Est-ce que quelqu'un a entendu un sifflement hier soir? Ai-je chuchoté. Mon père n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Je savais déjà. Cette nuit-là, je me suis réveillé à cause d'un vent violent qui secouait les fenêtres. Sauf que les arbres ne bougeaient pas. Le vent n'était pas réel. Ce que j'entendais vraiment, c'était une respiration. Juste à l'extérieur du mur de ma chambre. Lente, profonde, humide, comme des poumons qui n'avaient pas pratiqué depuis longtemps. Puis, top, top, top. Pas sur la fenêtre, sur le revêtement, juste à côté de mon lit. Mes mains tremblaient alors que je soulevais le rideau. De la neige. Rien que de la neige. Non. Là. Des empreintes de pas menant droit des bois jusqu'à la maison, s'arrêtant sous ma fenêtre. Et à côté d'elle, un autre ensemble, des pieds nus, énormes, profonds, enfoncés comme si celui qui les avait fait peser bien trop lourd. La respiration dehors a cessé. Le sifflement a commencé. Bas, long, plus proche que jamais. J'ai couru vers la chambre de mon père, tremblant. « Papa, il y a quelque chose dehors. » « Papa, réveille-toi. Papa. » Il s'est redressé, les yeux écarquillés, me saisissant les bras. « Qu'est-ce qui s'est passé, Evan? Qu'est-ce que... » J'ai tiré mon père vers la fenêtre. Les empreintes de pas étaient toujours là. Son visage s'est vidé de toute couleur. « Jésus-Christ, tu me crois maintenant ?» Ai-je haleté. Il a avalé difficilement, puis a attrapé son téléphone. « J'appelle la police. » Mais quand ils sont arrivés, les empreintes de pas avaient disparu. Complètement. Pas même de la neige dérangée. Le policier nous a regardés, mon père et moi, comme s'il était un parent paranoïaque et a rédigé un rapport à moitié cœur. Mais quand il a cru que je ne regardais pas, il a chuchoté à mon père « Sortez-le de cette maison. Personne ne devrait être aussi près de la ligne d'Ashwood. » Mon sang s'est glacé. « Qu'est-ce que la ligne d'Ashwood » a demandé mon père. L'officier a hésité, puis a dit « Garde ton garçon à l'intérieur après la tombée de la nuit. » C'est alors que mon père a réalisé qu'il ne pouvait plus nier quoi que ce soit. Après le départ de la police, mon père a verrouillé chaque porte, chaque fenêtre, puis s'est assis sur le canapé, se frottant les tempes. « Evan, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Mon estomac est tombé. Quoi? Quand nous étions au Misties dîner, cet homme, celui à qui j'ai parlé, il a dit quelque chose. Je me suis assis à côté de lui. La voix de mon père est devenue basse. Il a dit « Cette maison n'était pas vide quand vous avez emménagé. » Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis il a dit « Ça viendra pour le garçon en premier. » La pièce a tourné. « Jésus, papa, pourquoi tu ne me l'as pas dit? » Parce que je ne voulais pas t'effrayer. Eh bien, c'est trop tard pour ça. Mon père s'est levé brusquement. On quitte cette ville. L'espoir a surgi dans ma poitrine, mais alors les lumières ont vacillé une fois, deux fois, puis tout est devenu noir. Mon père a saisi mon bras. « Reste près de moi. » Un son doux est venu de la cuisine. Pas un sifflement, une voix. « Evan, viens dehors. » Mon père s'est figé. Sa prise s'est resserrée jusqu'à faire mal. La voix est venue à nouveau. Juste un pas au-delà des arbres. Mon père a chuchoté, la panique brisant sa voix. Ne l'écoute pas, mais la voix ne lui parlait pas, c'est ton année, Evan. J'ai senti quelque chose en moi. Pas de la peur, pas de la panique. De la reconnaissance. Comme si quelque chose d'ancien chuchotait. Rentrez à la maison. Mon père m'a secoué fort. Et, reste avec moi. Evan, regarde-moi. La voix s'est estompée. Le courant est revenu. La maison est devenue silencieuse, mais je ne pouvais pas oublier les derniers mots qu'elle avait prononcés. 13 ans. 13 ans. 13 ans. J'avais 13 ans. Mon père a commencé à faire les valises le lendemain matin. Nous n'avons pas discuté. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Je pense qu'il savait qu'il ne fuyait pas seulement des sons ou des ombres. Il fuyait quelque chose qui me voulait ardemment. En soirée, la voiture était chargée. Nous devions juste passer une dernière nuit. Mon père a dormi dans ma chambre, assis droit sur une chaise avec une batte de baseball sur les genoux. Nous avons gardé les lumières allumées. Vers 2 heures du matin, la neige a commencé à tomber, lourde et épaisse. Puis, crunch, crunch, crunch. Des pas dans la cour. Mon père s'est levé. La batte levée, les yeux rivés sur la fenêtre. J'ai retenu mon souffle. Le sifflement est venu à nouveau, mais cette fois, il y avait 2 sifflements, un long, un plus court. Un appel et une réponse. « Reste derrière moi », a chuchoté mon père. Mais je me suis approché de la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui m'a attiré. Mais quand j'ai regardé dehors,
Mon cœur a presque cessé de battre. Paul Rhin, l'enfant disparu, se tenait à la lisière des bois, pieds nus, couvert de neige, les yeux pâles et vitreux comme s'il n'était plus tout à fait lui-même. Et derrière lui, une grande silhouette, la même que j'avais vue la première nuit. La peau tendue, les bras trop longs, le visage ombragé sous quelque chose comme une vieille capuche, sa respiration formant des nuages dans l'air froid en longues et lentes exhalaisons. Mon père m'a attrapé. Éloigne-toi de la fenêtre. Mais avant qu'il ne puisse me tirer en arrière, Paul a fait un pas en avant. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Une voix étranglée s'est échappée. Aidez-moi. Mon père s'est élancé vers la porte. Je l'ai attrapé. Non, papa. Non, c'est ce qu'il veut. Trop tard. Il a ouvert la porte d'un coup. Une bouffée d'air froid nous a frappés. Paul, viens ici. Viens vers moi. Mais Paul n'a pas bougé. La silhouette derrière lui, si. Lentement, imposante, bloquant les arbres derrière elle comme si elle en faisait partie. Mon père a fait un pas hors du porche, la neige craquant sous sa botte. Le monde semblait retenir son souffle. La silhouette a levé une longue main sans doigt et m'a pointé. Pas mon père. Moi. Cours, Evan. A hurlé mon père. Mais je ne pouvais pas bouger. Ne pouvais pas respirer. Quelque chose tirait dans ma poitrine. Une attraction, un commandement. Viens. Mon père m'a attrapé par la taille, me tirant en arrière. La silhouette a fait un pas en avant. Paul s'est effondré dans la neige. Les bois ont rugi comme si quelque chose se réveillait. Mon père a claqué la porte et tout est devenu silencieux. Complètement silencieux. Pas de pas, pas de voix, pas de respiration, juste le silence. Puis un chuchotement à la fenêtre. Prochaine neige. Tu as marché sur la ligne. Nous sommes partis avant l'aube. Nous n'avons pas emballé autre chose. Nous n'avons pas dit au revoir à l'école. Nous n'avons pas dit au revoir à qui que ce soit. Mon père a poussé la voiture aussi vite qu'elle pouvait aller sur Marolan. Mais en passant devant la maison de June Porter, elle se tenait dehors dans le froid, en pyjama et pantoufles. Elle n'a pas fait de signe de la main. Elle n'a pas souri. Elle a simplement dit, assez fort pour être entendue à travers la vitre, « Ça ne te suivra pas au-delà de la limite de l'État. Continue à conduire. » Mon père n'a pas posé de questions. Nous avons quitté Ashwood Ridge comme si la route était en feu. Nous nous sommes arrêtés une seule fois pour respirer, pour pleurer, pour nous convaincre que nous avions vraiment échappé. Mon père m'a serré si fort que j'ai eu mal aux côtes. « Je ne les laisserai jamais t'emmener, » a-t-il chuchoté. « Jamais. » Je l'ai cru pendant un moment. J'ai 26 ans maintenant. Mon père et moi ne sommes jamais retournés. Nous avons changé nos noms, déménagé à travers le pays. Nous ne parlons pas d'Ashwood Ridge. Nous ne parlons pas de la ligne. Mais la semaine dernière, une lettre est arrivée, sans adresse de retour, sans timbre, sans écriture, juste une enveloppe blanche. À l'intérieur, un seul morceau de papier avec 4 mots. La neige tombe demain soir. Je me suis approché de la fenêtre. Dehors, le ciel était gris, lourd, en attente, et faiblement, de quelque part au loin, je jure que je l'ai entendu. Le sifflement m'appelant à revenir, m'appelant à la maison. Je n'avais pas prévu de raconter cette histoire, ni à ma femme, ni à mon frère, ni à qui que ce soit. Mais parfois, la vie vous offre des moments qui s'accrochent à vous si fort que vous ne pouvez pas les secouer. Peu importe le temps qui passe, et quand ces moments vous tiennent éveillé à 3 heures du matin, fixant votre plafond et rejouant chaque détail, vous finissez par abandonner et les écrire. Je suppose que je devrais commencer par qui je suis avant d'en venir à ce qui s'est passé. Je m'appelle Lucas Ferrillo et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été un enfant de restaurateur de 2e génération, essayant de maintenir à flot l'héritage de mon père. Mon père, Gianni, est venu à Chicago de Naples à 21 ans avec $20, un couteau de boucher et une habitude de fumeur invétéré. Il a construit un petit restaurant italien dans le sud de la ville, un petit trou dans le mur où les gens disaient que l'odeur des tomates mijotées pouvait vous guider chez vous après minuit. Quand il est mort, le restaurant m'est revenu. J'en tirais de la fierté. J'y vivais pratiquement, mais le monde de la restauration a changé et gérer un établissement physique est devenu plus comme survivre dans une zone de guerre. Les marges de Grubhub, les pénuries de personnel, la hausse des loyers chaque mois était un nouveau casse-tête. J'ai 2 enfants et les chiffres ne collaient plus. J'ai commencé à regarder ailleurs, des endroits où la vie était plus lente et où les gens apprécient encore de s'asseoir pour un repas au lieu de manger dans leur voiture sur un parking de Target. C'est ce qui m'a mis sur la route d'une ville appelée Redwater Grove, un endroit où je n'aurais jamais dû mettre les pieds. Redwater Grove n'apparaissait dans aucune liste des meilleures villes du Midwest où s'installer. Elle n'apparaissait nulle part, en fait.
C'était l'un de ces villages dont on sait l'existence seulement parce qu'on a accidentellement passé un panneau d'autoroute délavé. Je ne prévoyais pas de m'y arrêter à l'origine. Mon plan était de visiter un endroit à environ 50 km au nord où quelqu'un m'avait dit que le maire suppliait pratiquement les nouvelles entreprises familiales de venir, mais j'avais faim, j'ai pris un mauvais tournant, et j'ai pensé que le détour ne ferait pas de mal. Dès que j'ai conduit dans Redwater Grove, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. L'Amérique des petites villes est généralement toujours la même. Un magasin de bricolage, une boutique d'antiquités, 2 églises minimum. Peut-être un bowling s'ils se sentent fantaisistes, et des gens, beaucoup de gens, des habitants balayant leur Porsche, des enfants à vélo, des vieux discutant des tickets à gratter. Mais Redwater Grove ressemblait au décor d'un film tourné avant l'arrivée des acteurs. Pas vide, désert. Les maisons étaient là, propres, entretenues. Des voitures étaient garées dans les allées. Des lumières étaient allumées dans les salons, mais personne n'était dehors. Pas une seule personne sur les trottoirs. Pas une seule voiture passant. On aurait dit qu'on entrait dans une maison après que tout le monde en soit soudainement sorti. Bon, c'est un peu bizarre, ai-je marmonné pour moi-même. C'est alors que la faim m'a frappé plus fort. Alors, je me suis garé devant un dîner, le genre avec un vieux néon clignotant au-dessus d'un auvent en métal. L'endroit s'appelait Ridgeview Heat, et je jure que le néon faisait un bourdonnement comme une abeille prisonnière. Il y avait des voitures sur le parking, mais quand je suis entré, un seul box était occupé, et les gens assis là se sont figés comme si j'avais interrompu quelque chose de mortellement sérieux. Une femme d'âge moyen en cardigan bleu a arrêté de remuer son café et m'a regardé comme si j'étais entré chez elle sans invitation. L'homme en face d'elle, un type mince aux yeux tombants et à la mâchoire raide, n'a pas cligné des yeux. J'ai essayé de sourire. Bonjour. Ils n'ont rien dit, pas même un hochement de tête. La femme a baissé les yeux. L'homme a pris une lente gorgée de café sans détourner le regard de moi, puis a chuchoté quelque chose sous sa respiration. Je ne l'ai pas compris, mais je l'ai senti. Ce n'était pas amical. D'accord, ai-je chuchoté. En me tournant vers le comptoir, la serveuse, une fille d'une vingtaine d'années avec une longue tresse, est apparue de l'arrière. Son badge disait « Mila ». « Salut », a-t-elle dit, sa voix douce et presque trop calme. « Tu es nouveau ? Juste de passage ?» L'estomac exige une pause. Elle a esquissé un petit sourire, mais il n'a pas atteint ses yeux. « Tu devrais manger vite », a dit Mila. « La cuisine ferme tôt. » Il est à peine midi. Elle a murmuré, « Ferme quand même. » Mon cerveau a enregistré l'étrangeté, mais la faim a gagné. J'ai commandé un toast au fromage. Il est arrivé vite. Trop vite. Presque comme s'il voulait que je parte. À mi-chemin du repas, j'ai essayé de faire la conversation. Alors, à quoi ressemble Redwater Grove ? Le visage de Mila s'est figé pendant une fraction de seconde. C'est chez moi, a-t-elle dit doucement. Mais il y a peu de monde dehors. Les gens sont à un événement où... Elle m'a coupé brusquement. Les gens restent à l'intérieur le samedi. Tous. Une autre pause innaturelle. C'est comme ça qu'on fait les choses ici. Sa voix avait une pointe. Pas en colère, pas impoli, juste un avertissement. J'ai mangé le reste en silence. Quand j'ai voulu payer, Mila s'est penchée et a parlé d'une voix si douce que je l'ai à peine entendue par-dessus le bourdonnement de la machine à glace. Tu devrais faire le plein avant de quitter la ville, la station près des faubourgs. Et puis tu devrais continuer à conduire. J'ai cligné des yeux. Pourquoi ? Elle a avalé sa salive. Ne reste pas après la tombée de la nuit. Avant que je puisse demander autre chose, elle s'est éloignée. Pas d'au revoir. Pas de « oh, passe une bonne journée ». Juste partie. En sortant, le ciel s'était couvert, donnant à toute la ville une teinte grise plate. J'ai juré que l'air semblait plus épais. J'ai vérifié Google Maps, la batterie de mon téléphone à 27%, et effectivement, il y avait une station-service au bord de la ville appelée Hawthorne Fuel. Ce qui a attiré mon attention, cependant, était quelque chose de l'autre côté de la rue. Un homme se tenait parfaitement immobile sur le trottoir. Veste grise, Jan, botes cobertes de pausiere. Il ne faisait rien. Ne marchait pas, n'attendait pas, ne vérifiait pas son téléphone, il me fixait simplement. Expression totalement vide. J'ai fait un hochement de tête poli. Il n'a pas bougé. Bon, cet endroit est bizarre à mourir, ai-je marmonné, montant dans ma voiture. Quand je suis sorti du parking du dîner et que je suis passé devant lui, il a tourné la tête lentement, me suivant des yeux comme une caméra de sécurité rotative. Je n'ai pas aimé la façon dont cela a tordu mon estomac. J'ai atteint la station-service 15 minutes plus tard. L'endroit avait l'air de quelque chose construit en 1974 et puis oublié. 2 pompes, peinture écaillée,
Un petit bâtiment avec un toit bas et affaissé, une clochette rouillée au-dessus de la porte a tinté quand je l'ai poussée. Un homme plus âgé était assis derrière le comptoir, peut-être à la fin de la soixantaine. Barbe grise, vieille chemise en flanelle, grandes mains qui semblaient avoir manié des marteaux toute sa vie. Une petite télévision diffusait un vieux film western. Il a levé les yeux. « Bonjour », a-t-il dit, la voix chaude. « Où tu vas ?»« Retour vers Chicago. Juste de passage. » Il a hoché la tête. « Ouais, je ne suis pas d'ici. »« Non. Il a solo ripolliment. » Les pompes sont vieilles. Peut-être qu'elles montent lentement. Ne t'inquiète pas, Jerry. Je ne me plains pas du gaz pas cher. C'est alors qu'il s'est figé. Pas un grand gel. Juste une immobilité, comme si quelqu'un l'avait mis en pause avec une télécommande. Puis il a parlé, la voix plus basse. Tu ne restes pas, hein? Non, monsieur. Tu cherches à t'installer ici. Quelque chose dans son ton a serré ma gorge. Juste en train d'explorer des options. Ai-je dit prudemment. C'est alors que son expression amicale a complètement disparu. La chaleur s'est drainée de son visage comme si quelqu'un avait tiré la prise. Il s'est penché en avant, les yeux brillants, pas en colère, pas impoli. Terrify. D'une voix à peine au-dessus d'un murmure, il a dit « Ne déménage pas ici ». Mon cœur a battu une fois, fort. Quoi ?» ai-je réussi à dire. Le vieil homme a avalé sa salive, les yeux se tournant sur le côté comme si quelqu'un pouvait écouter. « Je te le dis pour ton bien. Ne reste pas. N'achète pas de terrain. Ne reviens pas, pas même pour les prix de l'essence. » Ma bouche s'est asséchée. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, une femme est apparue de l'arrière. Une femme mince, les cheveux tirés en arrière, portant un pull vert délavé. Ça devait être sa femme. Elle a regardé entre nous avec acuité. « Léon » a-t-elle dit sèchement. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il s'est éteint instantanément, comme un enfant surpris en train de jurer à l'église. « Rien, Mar » il a marmonné, se détournant. Elle s'est approchée du comptoir, me donnant un sourire crispé. « On peut t'aider avec autre chose. »« Non, je payais juste pour l'essence. »« Eh bien alors, a-t-elle dit, tu ferais mieux de t'y mettre. » Sa voix n'était pas impolie. Elle était craintive. Alors qu'elle retournait vers le bureau, le vieil homme Léon ne voulait toujours pas me regarder. Je suis sorti, les mains tremblant un peu. Et alors que je me retournais pour regarder la station, ils étaient tous les deux debout à la fenêtre, me fixant, ne faisant pas de signe de la main, ne souriant pas. Juste regardant. Je suis monté dans ma voiture. Je suis parti et je n'ai plus respiré normalement jusqu'à ce que la station-service disparaisse derrière un virage de la route. La partie la plus étrange, c'est que plus je m'éloignais de l'autoroute, plus les routes devenaient vides. Pas d'autres voitures, pas d'animaux, rien. Comme si la ville n'était plus une partie du monde. Après 10 minutes, j'ai atteint un carrefour à 4 voies. Le feu clignotait rouge. J'ai ralenti, regardé des deux côtés. C'est alors que je l'ai vue. Mila, la serveuse, debout sur le coin. Sa tresse était désordonnée maintenant. Sa respiration haletante comme si elle avait couru tout le chemin. Elle a couru vers ma fenêtre et a frappé rapidement. J'ai baissé la vitre à moitié. « Jésus, ça va ?» Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Il faut que tu partes », a-t-elle chuchoté durement. « Tout de suite. Tu n'aurais pas dû parler à Léon. Il n'aime pas que les étrangers posent des questions. »« Qui ça ?» Elle avait l'air terrifiée. « Il faut que tu partes. Je ne suis pas censé être ici. »« Qui t'a dit ça ?» Elle a avalé sa salive et a saisi l'encadrement de la porte. Tout le monde. Ses yeux se sont emplis de larmes. « S'il te plaît, ne t'arrête plus jamais à Redwater. Ne te retourne pas. N'essaie pas de comprendre. Juste pars. » Avant que je puisse dire un autre mot, elle s'est reculée et s'est précipitée vers un groupe d'arbres derrière une maison abandonnée. J'ai remonté ma vitre, le cœur battant, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Je n'ai pas regardé en arrière pendant tout le trajet du retour. J'ai essayé de rationaliser. Les petites villes sont bizarres. Les gens sont privés. Peut-être que je les avais surpris pendant un étrange jour férié ou un jour de rituel local. Peut-être qu'ils avaient une réunion de ville et ne voulaient pas que des étrangers traînent. Peut-être que j'avais trop réfléchi. Mais cette nuit-là, quand j'ai tout raconté à ma femme, depuis le dîner jusqu'à la station-service en passant par le vieil homme terrifié, elle n'a pas ri. Elle ne l'a pas rejeté. Elle est devenue pâle. « Lucas, tu dois oublier cette ville. » Je ne sais pas si je peux, ai-je chuchoté. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, car même dans mon propre lit, je me sentais observé. 3 mois ont passé.
Je me suis répété que c'était juste une journée bizarre. Des gens bizarres, des vibrations bizarres. Mais ce qui me tracassait, c'était la peur dans la voix de Mila. Pas de l'inconfort, pas de la rudesse, de la peur. Une nuit, au début de l'hiver, j'ai rêvé que je conduisais à nouveau à travers Redwater Grove. Les rues étaient sombres, les maisons condamnées, le néon de Ridgeview Heat clignotait de manière sauvage. Et alors que je passais devant le dîner, j'ai vu Mila debout sur le trottoir, sa tresse fouettant dans le vent. Elle a articulé quelque chose. Je n'ai pas pu l'entendre. Je me suis réveillé en sueur. Je me suis dit que je ne retournerais jamais. Jamais. Mais la vie ne se soucie pas des promesses. 1 an plus tard, je conduisais le long de LI 88, revenant d'une réunion avec un fournisseur de nourriture. La neige tombait de rue. Mon GPS a bugué, m'a redirigé, et avant de réaliser ce qui se passait, j'ai vu le panneau de sortie. Redwater Grove 2 miles. Les muscles de mes mains se sont tendus sur le volant. Non, ai-je chuchoté. Non, non, non. Pas encore. J'ai essayé de tourner. La voiture a dérapé sur la glace, me forçant à ralentir. Je me suis engagé sur la voie de décélération, le cœur battant contre mes côtes. La neige est devenue plus épaisse, réduisant la visibilité. Je ne voulais pas être là. Je ne voulais pas prendre cette sortie. Mais alors que j'ai essayé de me faufiler à nouveau, une silhouette est apparue dans la neige. Debout sur l'accotement, face à ma voiture. J'ai freiné brusquement. Mes phares ont illuminé un visage que j'ai reconnu instantanément. Mila. Ses cheveux étaient plus courts maintenant. Son visage plus mince, ses yeux creusés. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des mois. J'ai baissé la vitre à moitié, frissonnant. Mila, qu'est-ce que... Elle n'a pas souri. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle a chuchoté, tu es revenu. Je ne voulais pas. Mon GPS. Il faut que tu partes. Je sais. J'essaie. Non, a-t-elle dit brusquement. Il faut que tu partes maintenant, avant qu'il ne te voie. Ma gorge s'est serrée. Qui ça? Elle a fait un pas en avant, son souffle visible dans le froid. Il ne laisse pas les gens partir 2 fois. Sa voix a tremblé sur le dernier mot. J'ai senti mon estomac se nouer. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a regardé derrière elle, vers la lisière des arbres. Il te surveille déjà. J'ai suivi son regard, et c'est alors que je les ai vus. Des dizaines de silhouettes se tenant entre les arbres. Pas en mouvement, juste des ombres dans la chute de neige, immobiles comme des statues. Je ne pouvais pas voir leur visage, mais je sentais leurs yeux. Je pouvais les sentir aussi clairement que le froid dans mes poumons. Jésus-Christ, ai-je chuchoté. Mila s'est penchée, sa voix se brisant. Conduis, Luca. Ne ralentis pas. Ne t'arrête pas. Ne reviens jamais. Si tu le fais, ils ne te laisseront pas partir une 3e fois. Mon corps a bougé avant mon cerveau. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Les roues ont hurlé sur la glace. La voiture a bondi en avant. Je ne me suis pas retourné. Pas une fois. Je n'ai dit à personne que j'avais revu Mila. Ni à ma femme. Ni à mes enfants. Ni à mon frère. Certaines nuits, je reste éveillé et revois ces mots. Son souffle tremblant se condensant dans l'air froid. Les silhouettes derrière elle, immobiles. J'ai vérifié Google Maps il y a quelques mois. Redwater Grove n'est plus répertorié. Le panneau de sortie est toujours là, mais le nom de la ville a disparu. Juste un panneau vert vide avec des lettres manquantes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Je ne sais pas pourquoi Mila m'a averti à nouveau. Mais parfois, tard dans la nuit, je jure que je vois des silhouettes dans les arbres de l'autre côté de la rue de chez moi. Immobiles, juste en train de regarder. Et chaque fois que je cligne des yeux, je me demande si Redwater Grove m'a suivi jusqu'à la maison.